Louisa Westerhager Jespersen a vu le jour en 1994 dans la ville d'Ikast, située au Danemark, dans la région de Midtjylland, et j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Autrefois connue pour son industrie textile, Ikast a réussi à diversifier son économie. La ville est réputée pour sa culture sportive et offre diverses institutions éducatives, une vie culturelle riche avec des musées, des galeries d'art et des événements communautaires. Les paysages naturels environnants, tels que forêts et lacs, offrent de nombreuses possibilités de loisirs en plein air, devenant alors une ville prisée pour y élever ses enfants dans un cadre fabuleux. Passionnée par les voyages, Louisa était une exploratrice qui adorait la randonnée, découvrir de nouvelles cultures et qui n'avait pas du tout peur de voyager toute seule, malgré le fait qu'elle soit une femme et qu'elle sache très bien que dans certaines parties du monde, même j'ai envie de dire quasiment partout, ça peut être dangereux, malheureusement, même en 2024, d'être une femme seule. À seulement 24 ans, elle avait déjà visité de nombreux pays magnifiques tels que l'Argentine, la Norvège ou encore le Pérou. En plus de ça, Louisa avait tenté de rejoindre l'expédition polaire Fjällräven, qui signifie le renard des montagnes, en 2017 et en 2018, une aventure de plus de 300 km à travers la nature sauvage de l'Arctique. Bien que ses candidatures n'aient pas abouti, malheureusement, elle n'a pas perdu espoir et a plutôt orienté ses projets vers une nouvelle expédition avec sa meilleure amie et colocataire, Maren Welland. Maren, quant à elle, était née en 1990, ce qui signifie qu'elle avait donc 4 ans de plus que Louisa, et est née dans la petite ville de Brin, une ville dynamique du sud-ouest de la Norvège, connue pour son économie diversifiée, sa riche culture sportive et ses magnifiques paysages naturels qui offrent une qualité de vie élevée grâce à ses infrastructures bien développées et à ses nombreuses activités de loisirs. Âgée de 28 ans, Maren partageait son amour pour les voyages avec Louisa. Dans de nombreux posts sur ses réseaux sociaux, Maren apparaissait souvent aux côtés de son fidèle compagnon, un imposant Leonberg nommé Alf Herman. Je vous montre une petite photo d'eux à l'écran pour que vous voyez l'énorme taille de son chien. Ce sont des chiens très gros, assez massifs, et dont il faut avoir pas mal de place et de temps pour s'en occuper. D'une nature timide durant son enfance, Maren s'était transformée en une jeune femme aventureuse et idéaliste, profondément soucieuse des autres. Sa famille se souvient d'elle comme une personne détestant le matérialisme, ce qui expliquait notamment son manque d'enthousiasme pour Noël, préférant de loin être en plein air où elle se sentait la plus heureuse de toutes les femmes que d'être là autour d'une table à fêter Noël et à s'offrir des cadeaux que, bien souvent, elle jugeait inutiles. Les deux jeunes femmes s'étaient rencontrées à l'université du sud-est de la Norvège, où elles étudiaient les loisirs de plein air et l'orientation en milieu naturel. Cette passion commune pour la nature et l'aventure avait évidemment solidifié leur amitié et alimenté leurs nombreux projets d'exploration. Louisa rêvait depuis longtemps de devenir guide touristique, une ambition qui lui permettrait de combiner sa passion pour les voyages avec son désir de transmettre ses connaissances et son enthousiasme aux autres. Elle s'imaginait déjà diplômée, parcourant des destinations exotiques, partageant des histoires fascinantes et des anecdotes culturelles avec des groupes de touristes captivés par tous ces récits. De son côté, Maren avait une vocation différente mais tout aussi passionnante. Elle envisageait une carrière dans la thérapie en plein air. Ce choix professionnel lui permettait de réunir son amour pour la nature et son dévouement aux autres, afin de les aider à se sentir mieux mentalement. Elle s'imaginait guidant des patients à travers des parcours de guérison au cœur de paysages naturels, utilisant tout l'environnement pour favoriser le bien-être et la santé. Toutes deux étaient très actives sur les réseaux sociaux, un moyen pour elles de rester connectées avec leurs amis et leurs abonnés, tout en partageant les moments marquants de leur vie. Elles publiaient régulièrement des photos de leur aventure, que ce soit lors de randonnées en montagne, de visites de monuments historiques, ou de moments de détente sur des plages paradisiaques. Leurs récits de voyage étaient souvent accompagnés de conseils pratiques et de réflexions personnelles sur les différentes cultures qu'elles découvraient.
En retour, elles sollicitaient aussi des recommandations pour leur future destination, engageant ainsi une véritable interaction avec leur communauté en ligne. Au fil des années, Louisa et Maren avaient réalisé de nombreux voyages, certains en duo et d'autres en solo. Chacune de ces aventures renforçait leur amitié et leur passion commune pour l'exploration. Récemment, elles avaient décidé de franchir une nouvelle étape en emménageant ensemble dans un appartement. Ce nouveau départ s'accompagnait d'un projet plus qu'excitant, un voyage qu'elles espéraient inoubliable. La mère de Louisa se plaisait à raconter que sa fille était constamment en quête de nouvelles expériences. À peine un voyage terminé, Louisa commençait déjà à planifier le suivant, cherchant sans cesse à découvrir de nouveaux horizons. Après de nombreuses discussions et débats sur la destination idéale, elles avaient finalement opté pour des vacances d'une durée de 1 mois au Maroc, un pays d'Afrique du Nord avec une histoire riche, une culture diversifiée et une économie en plein développement. Sa géographie variée, ses réformes politiques et sociales, ainsi que son patrimoine culturel en font une nation unique et dynamique. Le choix n'avait clairement pas été facile pour les deux jeunes femmes, mais la richesse culturelle et les paysages à couper le souffle de la côte marocaine les avaient plus que séduites. Elles étaient particulièrement attirées par l'idée de découvrir les souks animés, les palais somptueux et les vastes étendues désertiques, sans compter le fait qu'elles comptaient y aller en plein mois de décembre, et que, comparé à la Norvège ou au Danemark, eh bien les températures étaient tout de même largement meilleures. L'excitation était bien sûr à son comble et elles ne pouvaient s'empêcher de partager leur projet avec enthousiasme, sans se douter le moins d'instant des dangers potentiels qui les guettaient. Le Maroc est souvent perçu comme une destination de vacances idéale pour les familles, grâce à sa diversité, son faible coût et à sa convivialité. Cependant, lors de l'année 2018, la situation avait plus que changé. Les tensions croissantes dans la région avaient accru les risques pour les touristes. Cette année-là, le groupe terroriste ISIS représentait une menace mondiale. Et bien que le Maroc soit généralement considéré comme un endroit sûr pour les étrangers, plus de 1600 personnes s'y étaient rendues pour rejoindre l'État islamique. De quoi faire peur à un grand nombre de touristes. Et d'ailleurs, pas que les touristes, même les locaux. ISIS, ou l'État islamique, est une organisation terroriste désignée, connue pour ses actions extrémistes violentes et son interprétation radicale de l'islam. Fondée à la suite de la guerre en Irak, elle a gagné en notoriété mondiale à partir de 2014, lorsqu'elle a pris le contrôle de vastes territoires en Irak et en Syrie. Ce groupe, vous vous en doutez, est responsable de nombreux attentats meurtriers, de violations des droits de l'homme et d'atrocités telles que des exécutions massives, des enlèvements et des actes de génocide. Elle reste encore malheureusement aujourd'hui une menace pour la sécurité internationale, malgré les efforts concertés pour la détruire. Durant cette période, au Maroc, les autorités locales faisaient bien sûr tout leur possible pour garantir la sécurité, mais le contexte global restait tout de même assez préoccupant. Malgré leurs enthousiasmes et leur vigilance, Louisa et Maren ne pouvaient prévoir les défis et les dangers auxquels elles allaient être confrontées durant leur périple. Ce voyage, qu'elles avaient imaginé comme une série de découvertes merveilleuses et d'aventures excitantes, finalement, comme tous leurs voyages précédents, allait se révéler être une épreuve marquée par des imprévus et des moments de tension. Leur passion pour l'exploration et leurs esprits aventuriers allaient être mis à l'épreuve d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu anticiper. La mère de Louisa, témoignant de son inquiétude maternelle, avait exprimé à sa fille ses craintes quant aux tensions palpables régnant à l'époque. Elle avait même supplié sa fille de renoncer à ce voyage risqué, de le repousser à quelques années lorsque la situation se serait arrangée. Mais pour Louisa, toujours animée par un optimisme indéfectible, elle n'a su que répondre avec une assurance réconfortante, assurant à sa mère que tant elle que Maren avaient minutieusement pris toutes les précautions nécessaires pour garantir leur sécurité tout au long de ce fameux périple. Les deux amies étaient réputées pour leur nature bienveillante et leur capacité à voir le bien en chaque individu. Et à aucun moment, elles ne pouvaient s'imaginer qu'un drame puisse leur arriver. Avant leur départ pour le Maroc, Maren avait partagé une vidéo sur son compte Facebook illustrant magistralement sa vision du monde.
Cette vidéo, empreinte de sensibilité et de perspicacité, mettait en lumière le thème complexe de l'immigration et la lutte contre les préjugés. Les tempéraments des deux amis étaient en plus de ça assez complémentaires pour leur voyage. Louisa, de son côté, rayonnait d'une extraversion confiante envers son prochain, tandis que Maren, plus réservée, préférait une approche réfléchie et calculée. Dans les jours précédant leur départ, Maren avait été assaillie par les doutes et les incertitudes liées à leur projet de voyage, se disant que effectivement, peut-être que c'était un petit peu trop risqué pour elle, qu'elle devrait peut-être attendre quelques mois, quelques années, histoire que les tensions diminuent, que la situation s'arrange, qu'il y ait moins de risques en tant que deux femmes seules au Maroc, alors qu'il y avait à ce moment-là une forte hausse du terrorisme dans ce pays, et à un moment donné, elle avait même envisagé de renoncer à l'expédition. Cependant, une conversation sincère et réconfortante avec sa meilleure amie Louisa avait ravivé la flamme de son enthousiasme, les incitant alors à quitter Oslo le 8 décembre pour rejoindre Marrakech le lendemain. Leur séjour à Marrakech, riche en découvertes et en émotions, avait duré environ une semaine. Pendant ce temps, elles avaient savouré chaque instant, s'apprenant de la culture locale, en côtoyant les habitants et en découvrant les merveilles de la ville. Mais leur soif d'aventure ne s'arrêtait pas là. Elles avaient ensuite entrepris le périple vers Imlil, un petit village niché au cœur des majestueuses montagnes de l'Atlas. Ce lieu, connu pour sa beauté sauvage et sa proximité avec le mont Toubkal, le point culminant de l'Afrique du Nord, offrait un cadre merveilleux pour une escapade en montagne. Pendant ce temps, alors que les deux amis se préparaient pour leur aventure tant attendue, à Marrakech, 4 hommes avaient tourné une vidéo où ils prêtaient allégeance au groupe terroriste. Installés sur un vieux canapé défraîchi, sous un drapeau improvisé confectionné à partir d'un vieux t-shirt, ils faisaient partie d'un réseau plus vaste et vaguement affilié d'islamistes opérant dans les bidonvilles de Marrakech. Cette sinistre vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, attirait l'attention sur leur présence et surtout leur attention. Ces 4 hommes, âgés entre la vingtaine et la trentaine, avaient passé des années à élaborer leur propre plan macabre pour une escapade dans les montagnes de l'Atlas. Leur fantasme morbide tournait autour de la manière dont ils pourraient mener une attaque terroriste et semer la terreur dans les paisibles hauteurs montagneuses. Pendant ce temps, les deux amis s'étaient finalement aventurés jusqu'au mont Toubkal, installant leur tente près du sentier qui était souvent fréquenté. À seulement une demi-heure de marche sur ce sentier, elles auraient pu atteindre le village d'Armoud, où elles auraient pu se reposer dans le confort d'une chambre et déguster un repas chaud. Cependant, plutôt que d'opter pour cette option, elles avaient choisi de planter leur tente sur un terrain plat, prévoyant de passer la nuit à la belle étoile, immergées dans la majesté de la montagne. Cependant, le destin cruel réservait une tournure tragique à leur voyage, une tournure qu'elles ne méritaient et ne s'attendaient pas. Le 17 décembre 2018, un peu plus d'une semaine après l'arrivée des deux filles au Maroc, 2 randonneurs français débutaient leur ascension sur le sentier du mont Toubkal. Ce qu'ils allaient découvrir, malheureusement, allait les hanter pour le reste de leur vie et secouer le pays du Maroc jusqu'au plus profond de son âme. Juste à l'extérieur de la tente des filles, gisait un spectacle épouvantable. Les corps sans vie et battus de Louisa et Maren, avec l'une d'elles cruellement décapitée. Les randonneurs, pris de panique, s'étaient précipités en hurlant sur le sentier pour alerter les autres marcheurs de la scène macabre qu'ils venaient de découvrir et également pour qu'on appelle au plus vite la police. Lorsque les autorités étaient arrivées sur les lieux du meurtre, elles avaient rapidement identifié un suspect, Abderrahim Kawali, dont la carte d'identité avait été retrouvée sur les lieux. Et oui, peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on parle de cette étrangeté qu'à chaque fois qu'il y ait un acte terroriste, on retrouve toujours une carte d'identité sur les lieux. J'imagine que ça doit être fait exprès, puisque tout de même, généralement, lorsque tu vas commettre des meurtres, que tu vas commettre ne serait-ce qu'un vol à l'étalage, un petit vol dans un magasin ou quoi que ce soit, tu évites de prendre tes papiers d'identité sur toi. Mais enfin bon, ça reste un autre sujet, mais c'est vrai quand même, on est beaucoup à trouver ça étrange. Alors sûrement que finalement, ça fait juste partie
du mode opératoire des terroristes, de toujours laisser une carte d'identité pour que au moins un d'eux soit retrouvé. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment étrange. Quoi qu'il en soit, en un rien de temps, 3 autres suspects avaient été appréhendés alors qu'ils tentaient de prendre un bus à Marrakech dans l'intention de rejoindre des groupes terroristes. Armés de couteaux, les suspects, Abdesamad Eijoud, Rachid Afati et Younes Ouadziad avaient été arrêtés sans incident. Cette série d'événements tragiques avait choqué le pays et évidemment le monde entier, laissant derrière elle un sombre nuage de deuil et d'incrédulité. Les conséquences de cet acte de violence insensé allaient résonner bien au-delà des frontières du Maroc, rappelant la fragilité de la vie humaine et surtout et avant tout la nécessité de lutter contre l'extrémisme et la haine. L'examen des corps de Maren et de Louisa a montré qu'elles avaient toutes les deux été agressées sexuellement avant leur mort. Le coup de Maren et celui de Louisa s'étaient malheureusement fait trancher lors d'une attaque vicieuse qu'en plus de ça, les hommes avaient enregistré. Cet enregistrement a fait son petit bout de chemin sur Facebook puisque à l'époque, il n'y avait pas non plus toutes les sécurités qu'il y avait maintenant, où tous les amis et les membres de la famille des victimes ont pu voir. Imaginez l'horreur de ces personnes en s'apercevant que sur cette terrible vidéo qui faisait le tour des réseaux sociaux, c'était leurs amis, leurs filles, leurs collègues, leurs camarades. C'est insensé et épouvantable, je n'ose imaginer la sensation qu'ils ont dû ressentir. Les hommes avaient attendu la tombée de la nuit avant de s'approcher de la tente où les filles s'étaient installées pour la nuit. Il faisait complètement noir dehors, il était un petit peu après minuit, et les habitants de la ville, qui étaient situés juste en dessous d'elle, dormaient profondément. Ces hommes se sont approchés de la tente des filles, et Younes a commencé à crier à ces dernières, leur ordonnant de sortir. Mais ce dernier a pris son couteau et a tranché la main de cette dernière, déclenchant une lutte violente ponctuée de cris perçants. Des cris si atroces que l'on se demande comment ça se fait que personne n'ait rien entendu à ce moment-là. Les hommes ont poignardé le nylon de la tente et Louisa a réussi à sortir de cette dernière, a essayé de courir avant d'être finalement soumise à de multiples blessures par des coups de couteau. À l'intérieur de la tente, Younes a trouvé Maren assise, complètement immobile selon les dossiers du tribunal. Probablement que cette dernière était en état de choc, et souvent lorsqu'on est en état de choc ou que l'on a peur, on peut se retrouver complètement paralysé. On ne sait pas quoi faire, on est incapable d'agir, notre corps c'est comme s'il se solidifiait et qu'on ne pouvait plus du tout le contrôler, et c'est sûrement ce qui est arrivé à Maren. Younes l'a poignardé dans la poitrine, le dos et les bras, et l'a sorti de la tente en la tirant par les cheveux. Ce qui a rendu cette affaire si remarquablement infâme, c'est la vidéo de la mort de Louisa. Dans la vidéo que Rachid enregistrait, les attaquants peuvent être entendus crier qu'elles étaient les ennemis de leur dieu et que c'était une vengeance pour un de leurs frères d'armes. Alors que Louisa était allongée sur son ventre, à moitié vêtue de ses sous-vêtements et après avoir commis malheureusement une agression sexuelle, Younes a posé son pied sur sa tête tandis que Rachid s'est mis derrière elle avec une grosse machette et a commencé à trancher l'arrière de sa tête. Le plus triste étant que pendant que ces monstres lui faisaient ça, elle criait pour sa mère. Louisa s'est rapidement retournée sur son dos pour tenter de faire arrêter les hommes, essayant sans succès d'utiliser ses bras pour repousser la machette, mais les hommes ont continué jusqu'à ce que Louisa décède et la vidéo se termine avec eux jetant sa tête par terre. Au total, 24 personnes ont été jugées pour avoir eu des liens avec le meurtre de ces deux jeunes femmes. 3 ont été accusées de meurtre, tandis que 23 ont été inculpées de terrorisme. La vidéo que les hommes avaient enregistrée avant l'attaque s'était révélée être une pièce maîtresse dans leur jugement, fournissant des preuves accablantes de leur complicité dans la planification d'une attaque terroriste contre les forces de sécurité et les touristes étrangers. Immédiatement après sa diffusion, le groupe s'était rendu à Imlil dans l'intention de repérer des cibles potentielles parmi les touristes. On pense d'ailleurs qu'ils avaient remarqué Louisa et Maren à Marrakech et les avaient traqués pendant une courte période avant de passer à l'acte et les assassiner. En juillet 2019, 3 des hommes impliqués avaient été condamnés à mort pour leur rôle dans le meurtre des 2 femmes. Toutefois,
Leurs avocats avaient rapidement entamé des procédures d'appel, arguant que leurs clients, dont le niveau d'éducation était qualifié de très faible et qui venaient de milieux modestes, ne méritaient pas une telle sentence. Malgré tout, le 31 octobre 2019, la condamnation à mort avait été confirmée par un tribunal antiterroriste à Salles, scellant le sort des accusés. Le principal suspect, Abdesamad Edjoud, âgé de seulement 26 ans, avait travaillé comme vendeur de rue, proposant du jus d'orange aux touristes. Ses aspirations avaient un temps pris une tournure sombre lorsqu'en 2015, il avait envisagé de se rendre en Syrie et avait été reconnu coupable de soutenir l'État islamique. Après avoir passé 1 an derrière les barreaux d'une prison marocaine, il était ressorti avec des convictions renforcées, ayant partagé sa détention avec d'autres militants ayant consolidé ses convictions extrémistes. Cependant, plutôt que de poursuivre son projet de rejoindre la Syrie, il avait décidé de mener son projet sur le sol marocain, devenant ainsi le chef d'un groupe qui avait rapidement grossi pour dépasser 2 douzaines de personnes. Mais si vous avez bien suivi l'affaire, vous avez donc compris que dans l'attaque, celui-ci n'y a pas vraiment fait part. Ce sont ses 3 complices qui s'en sont pris aux 2 femmes. Mais malgré tout, il a plus tard fait lui aussi face à la peine de mort. Il faisait en effet partie de l'expédition dans les montagnes, mais était parti avant que les meurtres n'aient été commis. Ce dernier était retourné chez sa femme auprès de ses 2 enfants, des garçons âgés de 7 à 10 ans, et il a dit à cette dernière qu'il avait été absent pour un projet de travail et qu'il s'était rasé la barbe en raison des soupçons qu'il avait soulevés. Les 20 autres accusés d'implication ont chacun écopé de 5 à 30 ans d'emprisonnement. Alors qu'ils étaient condamnés, Younes et Rachid récitaient des versets du Coran et semblaient complètement déconnectés de la réalité. Le tribunal a également ordonné aux 4 hommes de payer 190 000 € à la famille de Marraine. Il a été dit que les meurtres avaient été commis dans le but d'impressionner l'État islamique. Ayant déjà été refusé de rejoindre officiellement l'organisation, les hommes croyaient que cet acte montrerait leur capacité et que ça allait donner envie à l'organisation terroriste de les recruter. La décapitation était une pratique très courante au sein d'ISIS à l'époque, c'était la principale façon dont ils exécutaient les gens et la filmaient, puis la publiaient en ligne. À partir de 2020, les condamnations à mort semblent aller de l'avant et ont été les premières au Maroc depuis 1993. Le 21 décembre 2018, les restes de Louisa et Maren ont été transportés par avion à Copenhague à la demande de leur famille. Les funérailles de Louisa ont eu lieu dans sa ville natale d'Ikast au Danemark en présence du Premier ministre Lars Rasmussen. Maren, de son côté, a été enterré le 21 janvier à Jaren en Norvège. Le ministre de la Santé, Bent Høie, et l'ambassadeur marocain, Lamia Radi, étaient tous 2 présents. Les autorités ont conclu que, bien que les hommes aient prêté serment d'allégeance à l'État islamique, ils étaient des loups solitaires et n'avaient pas été instruits par le groupe terroriste. Fondamentalement, ces hommes étaient juste des imitateurs. Les médias, de leur côté, ont essayé de minimiser le fait que les 2 femmes avaient été violées et l'une d'entre elles décapitée, et ont déclaré que les jeunes femmes avaient simplement, entre guillemets, subi des blessures au niveau du cou. Ils ne voulaient pas nuire au tourisme au Maroc, car le tourisme représente 19% du revenu du pays. Thor Arne Haver, un guide touristique norvégien opérant dans les montagnes de l'Atlas, a déclaré que même après 35 ans d'expérience, il s'arrange toujours pour être accompagné d'un guide autochtone, considérant que personne ne devrait se rendre seul sur ce terrain. Louisa était en relation avec un homme appelé Glenn Martin depuis plus de 2 ans avant qu'il ne décide de rompre à l'été 2018, seulement quelques mois avant son voyage fatidique. Glenn a malgré tout rendu hommage à Louisa sur Facebook dans un long post, déclarant qu'ils étaient toujours restés les meilleurs amis et qu'il aimait toujours tout d'elle et tout ce qu'elle représentait. Évidemment, avant de finir cette affaire, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas faire de lien entre islam et terrorisme, puisque malheureusement, c'est ce qui arrive bien trop souvent. L'islam est une religion pratiquée par environ 1,8 milliard de personnes dans le monde, et comme toute grande religion, l'islam a une diversité de croyances, de pratiques et de cultures. La grande majorité des musulmans vivent leur foi pacifiquement et condamnent fermement le terrorisme. Il est essentiel de ne pas généraliser ou encore pire de stigmatiser une religion entière en raison des actions de quelques individus ou groupes extrémistes.
La lutte contre le terrorisme doit être menée en collaboration avec des membres de toutes les communautés, y compris les musulmans, qui sont souvent eux-mêmes victimes de la violence terroriste et de la stigmatisation à cause de ces mêmes personnes. Je tenais évidemment à faire ce petit rappel avant qu'il y ait potentiellement des amalgames dans les commentaires, et je compte évidemment sur vous pour rester poli et courtois dans l'espace commentaire qui est libre à chacun. C'est donc tout pour l'affaire de Louisa et Maren, qui est une affaire un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'espère en tout cas que celle-ci était encore inconnue pour vous et surtout que vous l'avez trouvée intéressante. Personnellement, elle m'a fait énormément de peine, j'ai beaucoup de tristesse envers ces deux jeunes femmes qui semblaient vraiment, comme on dit, avoir une âme pure et qui voulaient juste profiter de la vie et de tout ce que ce monde avait à offrir et également à le partager à leurs proches, à des inconnus, à tous ceux qui en auraient eu besoin. Elles avaient de très beaux projets qu'elles n'ont malheureusement jamais pu réaliser parce qu'elles sont tombées littéralement sur des monstres, puisque pour moi il n'y a que des monstres pour commettre de tels actes. Je ne sais pas si leurs familles ont décidé de créer des associations, de pourquoi pas même se mettre en contact pour traverser ce deuil. En tout cas, si c'est le cas, je vous mettrai tout ceci dans la barre d'infos si jamais il y a des associations ou quoi que ce soit à mettre à cet endroit-là. J'espère en tout cas pour eux que plus de 6 ans après les faits, qu'ils ont réussi à relever la tête de ce genre de drame, mais je pense qu'on ressort difficilement de ce genre d'affaires indemne. C'est vraiment une façon de mourir qui est atroce, qui en plus avait été diffusée sur les réseaux sociaux, et waouh, franchement je n'imagine pas la peine qu'ils ont dû ressentir. Marcus Wesson, né au cœur du Kansas, dans le Missouri, a vu le jour dans une famille modeste, composée de Benjamin et Carrie Wesson. Premier-né d'une fratrie de 4 enfants, son enfance a été profondément marquée par les enseignements rigides de l'Église adventiste du 7e jour, une foi qui imprégnait chaque aspect de leur vie quotidienne. Les Wesson, connus pour leur dévotion religieuse stricte, espéraient que leur fils aîné, Marcus, suive un chemin pareil, de droiture et de piété. Cependant, la trajectoire de Marcus allait prendre une tournure bien plus sombre et bien plus sinistre, bien loin des aspirations pieuses de ses parents. Ce qui commença comme une vie ordinaire dans une famille unie par des croyances fortes allait se transformer en un cauchemar digne des pires récits de true crime. Loin des regards, dans l'ombre de leur foi, se cachait un destin tragique et terrifiant qui ébranlerait la nation et laisserait une cicatrice indélébile sur l'histoire criminelle américaine. Avant ça, parlons un petit peu de l'Église adventiste du 7e jour. Il s'agit d'une dénomination chrétienne protestante millénaire fondée dans les années 1860 aux États-Unis. Émergeant d'un mouvement religieux connu sous le nom du millérisme, l'Église adventiste met un accent particulier sur l'imminence du retour du Christ. Les adeptes, selon cette foi, vivaient selon un code de conduite rigoureux, prônant un mode de vie assez simple, assez modeste. On ne fume pas, on ne boit pas et on privilégie un régime végétarien. La consommation de viande est permise, mais strictement réglementée par les commandements bibliques concernant les aliments purs et impurs. La mission évangélique est au cœur de l'Église adventiste. Chaque membre se sent investi de devoir partager ses croyances et de propager sa foi, considérant cela comme une responsabilité sacrée. Les adventistes accordent une grande importance à l'éducation, à la santé et au bien-être communautaire, ce qui se reflète dans leurs nombreuses institutions scolaires et médicales à travers le monde. Ce cadre religieux, avec ses principes de vie stricts et ses valeurs communautaires, a joué un rôle crucial dans la formation, mais également dans la déformation de Marcus Wesson. Le contraste entre les idéaux de l'Église et les actes horribles de Wesson ne pouvait être plus frappant. La foi qui était censée guider et redresser a, dans ce cas précis et ce cas tragique, servi de couverture à des abus indicibles, ce qui dévoile les sombres profondeurs auxquelles un homme peut sombrer, même sous le voile de la piété religieuse. La plus grande différence qu'on a pu trouver entre l'Église adventiste du 7e jour et beaucoup d'autres religions chrétiennes
est lié à ce qui arrive au moment de la mort. Les adventistes croient que les gens vont au ciel ou en enfer lorsqu'ils meurent. Enfin non, c'est justement, ils croient l'inverse. Au lieu de cela, ils pensent que les morts restent inconscients jusqu'au retour du Christ et le jugement final. Ils utilisent parfois le terme de immortalité conditionnelle, ce qui signifie que tous les êtres humains sont mortels et meurent à la fin de leur vie. Toutefois, ceux qui donnent leur vie au Christ découvriront qu'ils finiront par ressusciter à une vie nouvelle et immortelle. En revanche, les pécheurs et les incroyants seront condamnés à mourir pour l'éternité, sans aucune possible résurrection. En gros, les adventistes croient fermement que la seconde venue du Christ est imminente. Ils soutiennent que ça sera un retour littéral, personnel, visible et mondial. Cette croyance en un retour proche de Jésus-Christ influence profondément leur mode de vie et leurs engagements religieux, renforçant leur dévotion et leur mission évangélique. Ce cadre théorique distinctif jouera un rôle crucial dans l'histoire de Marcus. Son éducation stricte au sein de l'Église adventiste, avec ses doctrines uniques sur la mort et la résurrection, ça a façonné sa vision du monde de manière assez profonde finalement. Ce contraste entre les enseignements religieux sur la vie après la mort et les actes abominables de Marcus Wesson souligne les extrêmes auxquels la foi peut être déformée. La promesse d'une résurrection pour les justes et la destruction éternelle des pécheurs a pris une tournure sinistre dans l'esprit de Marcus, menant à des tragédies qui défilent l'entendement et révèlent les abîmes de la nature humaine sous le voile de la piété religieuse. À travers cette première partie de vidéo, je voulais en fait tout simplement vous planter le décor et le contexte, vous expliquer d'où venait Marcus, pourquoi est-ce qu'il a pu avoir certaines pensées et qu'est-ce qu'on lui a endoctriné. Mais maintenant, parlons de lui. Marcus affirme avoir eu une enfance très difficile, marquée par une dynamique familiale toxique selon ses mots. Selon lui, sa mère était une fanatique religieuse, pendant que son père était un alcoolique et un agresseur d'enfants, qui a d'ailleurs fini par abandonner la famille lorsque Marcus n'était qu'un enfant. Les récits de son passé révèlent des abus sexuels perpétrés par son père et des abus physiques infligés par sa mère, qui n'hésitait pas à les fouetter avec un cordon électrique. Au début des années 1960, toute la famille Wesson a déménagé à San Bernardino, en Californie, où la vie a continué avec quelques difficultés. Marcus, cherchant à échapper à ce foyer oppressant, a abandonné le lycée peu après le déménagement et il a rejoint l'armée. Il a servi de 1966 à 1968 en tant que prestataire de soins médicaux et a reçu une décharge honorable à la fin de son service. C'est à cette époque que Marcus rencontre une femme, Rosemary Solorio. Rosemary était alors mariée et elle a décidé de rompre avec son mari et de s'installer avec Marcus. Ils ont donc emménagé dans leur maison à San José, en Californie, avec elle et ses enfants. À l'époque de leur rencontre, Rosemary avait déjà 8 enfants. L'arrivée de Marcus dans leur foyer marquera le début d'une période sombre et complexe, où les dynamiques familiales et les influences religieuses allaient se mêler d'une manière inquiétante. Ce contexte familial, troublé et les expériences traumatisantes de Marcus durant son enfance ont sans doute joué un rôle crucial dans la formation de sa personnalité et de ses actions qui arrivent. Son parcours, depuis une enfance marquée par la violence et l'abus, jusqu'à son service militaire et sa relation avec Rosemary, ont montré des contradictions et pas mal de choses ténébreuses. Pour ne pas avoir l'air sexiste, il est vrai que beaucoup d'hommes auraient pu fuir à l'idée de voir une femme avec 8 enfants, mais Marcus, lui, semblait ravi d'emmener ses enfants dans sa propre vie. Il a affirmé que les enfants avaient besoin d'un, je cite, berger dans leur vie, et il était prêt à être le berger pour eux. Il n'a pas été long avant que Rosemary et Wesson aient leur propre fils en 1971. Et peu après, la fille aînée de Rosemary, qui était prise avec la toxicomanie, s'est enfuie, laissant les 7 enfants à la maison, et ceux avec Marcus rajouté portaient le nombre d'enfants dans la famille à 16. 16 enfants étaient donc entre les mains de Marcus Wesson. Qu'allait-il pouvoir en faire ?
C'est également à cette époque que Marcus s'est désinterré de sa femme Rosemary et il s'est intéressé à sa fille Elizabeth, âgée de 8 ans. Il a commencé à l'abuser sexuellement quand elle n'avait que 12 ans. Et il a finalement convaincu Elizabeth et Rosemary qu'il devait épouser Elizabeth car c'était le plan de Dieu. Et elle a accepté. Rosemary était d'accord, Elizabeth n'avait que 15 ans et elle s'est mariée à Marcus. Je ne pense pas qu'elle puisse être légalement d'accord à ce moment, ni même consentante, mais apparemment, c'était le cas. Quelques mois plus tard, Elizabeth donne naissance à son premier enfant, avec Marcus. La chronologie à partir de là devient un petit peu compliquée, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Elizabeth aurait encore 10 enfants par la suite avec Marcus avant qu'elle atteigne l'âge de 26 ans. Oui, c'est totalement horrible. Marcus allait ensuite continuer d'avoir des attouchements et des enfants avec les autres jeunes filles. Il a abusé 2 jeunes filles et 3 nièces à partir de l'âge de 8 ans. Chacune des 5 filles est tombée enceinte en conséquence. Marcus ne croyait pas vraiment au travail en parallèle de ça, donc il rapportait pas d'argent pour cette très nombreuse famille, donc il ne pouvait pas ou ne voulait pas garder un emploi stable. La plupart de ses revenus provenaient de l'aide sociale. La famille a donc dérivé, voyagé d'un endroit à l'autre, et certains des arrangements de vie qu'ils avaient ont été caractérisés comme uniques et inhabituels. À un moment donné, la famille Wesson vivait dans un bateau de 7 mètres de long, très petit, ancré dans le port de Santa Cruz. Marcus, dans son effort pour garder ses sombres secrets loin des regards du public, faisait en sorte que tous les enfants se cachent sous le ponton, les privant de lumière et d'interaction extérieure. Cette isolation extrême indique clairement qu'une partie de lui savait que ses actions étaient immorales, illégales, horriblement méchantes et très sombres. Cependant, ce bateau devint rapidement un problème pour lui. Ne l'ayant pas déclaré comme un atout sur sa demande d'aide sociale, Marcus fut accusé de fraude et l'aide sociale, en 1990, l'a forcé à passer un certain temps en prison. Pour cette famille, cette période d'incarcération fut probablement une pause de bienvenue dans leur calvaire quotidien. Mais je précise qu'ils n'étaient pas au courant de ce calvaire quotidien. En effet, pour la famille, tout était normal. Face à des conditions de vie précaires et des ressources limitées, Marcus devait souvent se débrouiller pour nourrir sa très grande famille. Il fouillait parfois dans les bennes à ordures pour trouver de la nourriture, allant jusqu'à récupérer des burgers dans une benne à ordures du McDonald's pour les ramener à sa famille. Après avoir perdu le bateau, la famille vécut dans une grande tente de l'armée dans les montagnes de Santa Cruz, sans eau courante, vivant dans une misère absolue. Ils habitèrent même dans un bus scolaire pendant un certain temps, avant d'acheter finalement un ancien immeuble de bureau sur Hammond Avenue à Fresno. D'où le nom de la vidéo, Le Roi Vampire de Fresno. Ce bâtiment non résidentiel devint le théâtre de plus grands massacres de Fresno. Les autorités municipales avaient décidé d'expulser la famille, car l'immeuble n'était pas du tout destiné à l'habitation. Mais cette expulsion n'a jamais eu lieu parce qu'ils n'ont pas pu empêcher la tragédie. La misère et les conditions de vie abominables dans lesquelles vivait toute la famille Wesson illustrent l'ampleur de la négligence et de l'abus infligés par Marcus, dont la tyrannie et le contrôle avaient transformé leur existence en un véritable enfer sur terre. Cette sinistre histoire expose non seulement la brutalité, mais également la manipulation exercée par le père, Marcus, mais aussi la manière dont il a pu profiter et utiliser la religion et l'isolement pour maintenir son emprise sur sa famille. Les tentatives désespérées pour subvenir à leurs besoins matériels, allant de la fraude à l'aide sociale jusqu'à la récupération de nourriture dans les ordures, montrent un homme prêt à tout pour exercer son contrôle malsain. La fin de cette saga, qui sera marquée par le massacre de Fresno, souligne l'horreur sous la coupe d'un tyran domestique et les conséquences dévastatrices de l'isolement et de l'abus. Les enfants n'ont pas fréquenté d'école publique. Marcus leur a donc enseigné ce qu'il voulait à la maison, mais son enseignement se concentrait principalement sur sa propre interprétation de la religion, empreinte de croyances étranges et déroutantes. Il se décrivait lui-même comme Jésus-Christ et voyait les policiers comme des incarnations de Satan.
De plus, Marcus croyait que Jésus était un vampire, ce qui lui a valu le fameux surnom roi vampire de Fresno. Son obsession pour les morts vivants venait de l'idée que Jésus et les créatures vampires partageaient des similitudes. Cette fascination morbide l'a conduit à collectionner des cercueils et à donner aux enfants des noms de vampires, tels que Jeva, une combinaison entre Jésus et vampire. Ruby Ortiz et Sofina Solorio, enceintes, se souvenaient de cette période troublée. Elles l'ont donc même raconté plus tard. Chaque jour, Marcus soumettait sa famille à des études bibliques qui duraient pendant des heures. Ces sessions n'étaient rien de moins qu'une forme d'endoctrinement où il imposait sa vision délirante du monde à ses enfants. Il leur disait qu'il était Dieu et les ordonnait de l'appeler maître ou seigneur. Il leur enseignait également à se préparer à l'Armageddon, leur affirmant que les filles étaient destinées à devenir des futures épouses. L'isolement de la famille était total. Les filles n'étaient pas autorisées à parler à leurs frères ou à leur mère, et Marcus gardait sa famille si éloignée du monde extérieur qu'il n'avait aucune référence pour remettre en question ses enseignements. Sous son contrôle strict, il croyait chaque mot qui était dit. En utilisant la religion comme outil de contrôle, il a créé un environnement où il pouvait exercer son autorité absolue sans être contesté. Les croyances absurdes qu'il inculquait, combinées à l'isolement rigoureux, empêchaient ses victimes, sa famille, de voir la vérité de la situation, les enfermant dans un cauchemar dicté par ses délires. Marcus était également connu pour utiliser la violence brute pour maintenir sa famille sous son emprise. Il battait régulièrement les femmes et les enfants avec des cordons électriques, comme sa mère le faisait auparavant. Des battes de baseball, mais également ses propres mains, les frappant sans aucune pitié, à peu près pour tout, et pour tout prétexte. Un de ses fils, Serafino, a révélé avoir été battu pendant 30 jours consécutifs pour simplement avoir pris une cuillère de beurre de cacahuète alors qu'il était en train de mourir de faim. Pendant ce temps, Marcus se nourrissait abondamment de fast-food, au point où il pesait presque de 136 kilos. Et il était si imposant qu'il avait besoin de 3 menottes pour être maîtrisé. D'ailleurs, un voisin de Fresno a décrit les cheveux de Marcus comme étant, je cite, « un grand et long dreadlock gras, juste recouvert de saleté et d'huile ». Je tiens quand même à réagir à cette phrase pour ne pas faire l'amalgame. Les dreads ne sont pas forcément des choses qui sont sales. Les dreads d'ailleurs peuvent représenter une culture, peuvent également représenter tout simplement une appartenance. Ici, je trouve que l'image est quand même salie étant donné qu'on parle uniquement de Marcus. Mais je voulais vraiment que vous ne fassiez pas l'amalgame, donc je me permets de faire cette petite parenthèse. Lorsque les enfants étaient en âge de travailler, Marcus les forçait à sortir et à gagner de l'argent. Mais cet argent devait immédiatement être remis à leur père. Il inculquait à ses enfants la croyance que l'argent était l'œuvre du diable, les obligeant ainsi à se soumettre encore plus à ses demandes. Ils étaient essentiellement traités comme des esclaves, contraints d'accomplir toutes les tâches demandées par Marcus, sous peine de subir de sévères châtiments. Sa cruauté sans limite et sa domination absolue ont transformé la vie de ses proches et de sa famille en un cauchemar incessant, où la violence et la terreur étaient monnaie courante. La force brutale qu'il utilisait pour maintenir son contrôle sur sa famille illustre la profondeur de sa dépravation et son mépris total pour le bien-être des autres. D'ailleurs, après quelques recherches, nous nous rendons compte que Marcus était obsédé par le chef de la secte David Koresh. Il lui a probablement pris beaucoup de ses indices, et si vous ne le connaissez pas, David Koresh était le chef de la secte de l'enceinte de Waco. Et comme David Koresh, ils méprisaient tous les deux les forces de l'ordre, pensant qu'ils étaient des agents de Satan. À tel point, il était fan, que Marcus a fait accepter à sa famille un pacte de suicide. Si un responsable du gouvernement essayait d'emmener les enfants ou de diviser la famille, les mères devaient tuer les enfants et devaient se tuer elles-mêmes. C'était ce qui était inculqué par Marcus. Il a d'ailleurs tenu des réunions familiales tous les mois pour parler en détail de ce plan. Donc entre la violence physique, l'inceste, l'agression sexuelle, le lavage de cerveau religieux, les choses à la maison étaient vraiment dans une sale tournure. On pouvait littéralement parler d'une secte familiale. Mais pour la plupart des membres de la famille, ce mode de vie était tout à fait normal, comme je vous l'ai dit. C'était la seule chose qu'ils avaient connue. Donc ils pensaient que c'était normal et ils ont simplement accepté les choses comme elles venaient.
Cependant, deux de ses nièces, Ruby Ortiz et Sofina Solorio, dont je vous ai parlé plus tôt, voulaient en sortir. En fin de compte, Marcus a décidé d'accepter, seulement à la condition qu'ils laissent leur fils derrière eux, Jonathan et Aviv. Les deux femmes n'avaient pas d'autre choix que de se mettre d'accord si elles voulaient sortir, alors elles l'ont fait. Elles soupçonnaient toutes les deux que des choses qui se passaient à l'intérieur de cette maison n'étaient vraiment pas correctes. Mais une fois qu'elles sont sorties dans le monde réel et qu'elles ont parlé avec d'autres personnes, elles ont vraiment commencé à comprendre et à voir à quel point Marcus était malade et que toutes les horreurs de la secte les hantaient. En 2004, elles décident d'y retourner pour trouver leur fils et venir les chercher. Ils avaient tous les deux maintenant 7 ans. Le 12 mars 2004, dans une tragédie qui a secoué la communauté de Fresno, Ruby et Sofina se sont présentées à la maison des Wesson pour réclamer leurs enfants. Leur demande déclencha une série d'événements qui a plongé la ville dans l'horreur et la consternation. Marcus, le patriarche de la famille, a réagi avec une fureur incontrôlable face à leurs requêtes, lançant des malédictions et des insultes à leur encontre, les accusant de trahison et même d'avoir fait un pacte avec le diable. Ces mots étaient empreints d'une colère froide et d'une détermination sinistre, présageant la terreur qui allait bientôt s'abattre sur celles et ceux qui voulaient défier son autorité. Pourtant, malgré leurs supplications désespérées, Marcus est resté inflexible de céder à leurs demandes. Leur visite, qui était donc censée ramener leur fils chez elle, s'est transformée en un affrontement émotionnel intense où la volonté déterminée des mères a été mise à l'épreuve par la cruauté de Marcus. La tension est montée rapidement, transformant la maison en un lieu de désespoir et de désolation. On entendait les cris des femmes en détresse qui résonnaient. Dans un geste désespéré pour sauver leurs enfants, Ruby et Sofina ont fait appel à la police, espérant qu'elle pourrait intervenir et les aider à récupérer leur fils. Cependant, même avec l'arrivée des forces de l'ordre, l'espoir de la résolution rapide est rapidement parti. Les policiers, confrontés à une situation complexe et juridiquement délicate, se sont retrouvés impuissants, incapables d'agir sans un mandat de perquisition valide. Mais le temps pressait alors que les mères, plongées dans un désespoir croissant, luttaient pour reprendre le contrôle de la situation et sauver les enfants des griffes de l'horrible Marcus. Dans une impasse, la confrontation a atteint son paroxysme lorsque Marcus, dans un excès de rage meurtrière, a menacé de mettre fin à la vie de ses propres enfants plutôt que de les laisser partir. Les mères, confrontées à une horreur inimaginable d'un tel choix, ont hurlé à la police de sauver les enfants. Mais les cris de détresse n'ont pas été écoutés. La police était impuissante parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation légale. Finalement, après des heures de négociations très tendues, Marcus a décidé de libérer les enfants. Mais avant de les laisser partir, il a exigé de pouvoir dire un dernier adieu à ses proches. Il ferme la porte derrière lui et il laisse les agents de police dans l'attente. Une anxiété monte pendant que les minutes passent sans signe de Marcus ni des enfants. Soudain, des coups de feu retentirent, déchirant le cœur de tout le monde et déchirant ce silence. Les policiers ont été frappés par la violence soudaine de ce bruit. Ils se sont précipités vers la maison, leur cœur battant très vite dans leur poitrine. Quand Marcus réapparut finalement, son apparence était couverte de sang, témoignant donc de l'horreur qui venait de se dérouler à l'intérieur. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur de la maison a dépassé l'entendement. Une scène cauchemardesque les attendait. Une pile grotesque de corps humains entremêlés dans une pièce sombre et lugubre. Parmi les victimes se trouvaient les corps sans vie de jeunes femmes et de petits enfants, leurs visages figés dans des expressions de terreur et d'agonie. Chaque victime avait cruellement été abattue d'une balle dans l'œil, laissant derrière elle un tableau d'horreur indicible qui entrait à jamais celles et ceux qui ont été témoins. À côté de cette macabre mise en scène, 10 cercueils attendaient, témoignant de la sombre détermination de Marcus à perpétrer son acte. Le massacre avait été planifié avec une précision glaçante, chaque détail soigneusement orchestré pour assurer l'accomplissement de son plan diabolique. Les policiers étaient donc confrontés à une vision terrifiante devant eux, et ils ont été plongés dans une tourmente d'émotions indescriptibles.
Leur esprit et leur âme étaient ébranlés par l'ampleur de la tragédie, mais ils devaient également s'occuper de Marcus. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle de ce massacre s'est répandue comme une traînée de poudre à travers la ville, plongeant la communauté dans un état de choc et d'incrédulité. Les familles des victimes furent dévastées par la perte de leurs proches, tandis que la ville tout entière était plongée dans une période de deuil et de réflexion. La police, quant à elle, a été hantée par les images horribles de leur esprit tourmenté par des questions sans réponse qui entouraient le massacre. En fin de compte, le massacre des Wesson restera jamais aggravé dans l'histoire de Fresno, un sombre chapitre cruel et impitoyable d'un homme dérangé et d'une tragédie qui l'a suivi. Les cicatrices laissées par cet acte continueront à hanter la ville pendant des années à venir, rappelant à tous ceux qui y vivent les dangers terrifiants de l'obscurité qui réside dans le cœur de l'homme. Les victimes qui ont été identifiées sont celles-ci. Sabrina April Wesson, 25 ans. Elizabeth Kina Wesson, 17 ans. Ilabelle Carrie Wesson, 8 ans. Aviv Dominique Wesson, 7 ans. Jonathan Saint-Charles Wesson, 7 ans. Sedonia Soloria Wesson, 2 ans. Marché Saint-Christopher Wesson, 2 ans. Ethan Saint-Laurent Wesson, 4 ans. Jeva Wesson, 1 an. Après son arrestation, Marcus a maintenu son innocence malgré les preuves accablantes qui le liaient au crime. Pourtant, devant un tribunal, il fut jugé coupable de 9 chefs d'accusation, de meurtre au premier degré, ainsi que 14 crimes sexuels, incluant le viol, la maltraitance de ses propres filles mineures. Lors de son procès, qui eut lieu 1 an après les meurtres, Marcus semblait métamorphosé, son apparence reflétant les ravages du temps passé derrière les barreaux. Ses dreadlocks, jadis imposants, avaient été coupés et ils avaient perdu de quantités significatives de poids, témoignant de sa détention. Sa transformation était si frappante que de nombreux jurés potentiels furent dispensés du procès, craignant d'être confrontés à la présence troublante de Marcus Wesson. Dans sa tentative désespérée de se disculper, il a avancé une défense prétendant que sa fille de 25 ans, Sabrina, était responsable des meurtres brutaux avant de se suicider. Cette théorie macabre reposait sur la découverte de l'arme du crime, un pistolet de calibre 22 retrouvé aux côtés du corps de Sabrina, ainsi que la présence de son ADN sur l'arme. Cependant, les empreintes digitales de Sabrina ne furent jamais retrouvées sur l'arme, laissant donc planer le doute sur la véracité de cette version. Son corps était au-dessus de tous les autres, et l'arme a été retrouvée sous elle. Cependant, on ne sait pas si elle est vraiment si elle est vraiment tombée sur la pile du corps ou si elle y a été placée plus tard. Idem pour l'arme qui était en dessous d'elle. Est-ce que l'arme était vraiment en dessous d'elle ou est-ce que l'arme a été placée en dessous d'elle? Quant à sa blessure, elle n'était pas concluante. Bien que cohérente avec une blessure auto-infligée, un tir à distance rapproché ne pouvait pas être exclu. Ruby et Sophina ont survécu à toute l'épreuve, et elles ont été en mesure de fournir des témoignages montrant que Marcus avait un contrôle sur toute la famille et qu'il leur avait ordonné de mourir par meurtre-suicide si jamais la police se présentait à la porte. Ils ont parlé des conditions de vie déplorables qu'ils ont dû endurer et des abus physiques et sexuels et mentaux auxquels tout le monde a été soumis. Les meurtres de leur famille n'étaient que le coup final, et les procureurs ont donc déclaré que Marcus était le déclencheur. Mais ils ont également fait valoir que même si Sabrina avait lancé la fusillade, son père devrait toujours être reconnu coupable parce qu'il avait encouragé à tuer. Les jurés ont donc accepté la deuxième théorie de l'accusation. Ils ont déclaré Wesson coupable, même s'ils ont décidé que le gouvernement n'avait pas prouvé qu'il avait appuyé sur la gâchette. Marcus Wesson a été reconnu coupable de 9 chefs d'accusation de meurtre au premier degré le 17 juin 2005 et a également été reconnu coupable de 14 chefs d'accusation d'agression sexuelle forcée et d'agression sexuelle de 7 de ses propres filles et nièces mineures. Il a été condamné à la peine de mort le 27 juin 2005. Il a été envoyé à la prison de Sainte-Quentin, le plus grand couloir de la mort du pays. C'est en fait le même endroit et la même prison que celle où se trouve Scott Peterson. Donc il est en bonne compagnie, selon lui. En mars 2019, le gouverneur de la prison a signé un moratoire sous la peine de mort, épargnant ainsi la vie de Marcus Wesson. Heureusement, cependant, il ne sera jamais admissible à la libération conditionnelle.
Vous allez être surpris, mais il a eu le soutien de certains membres de sa famille, y compris son fils aîné, Dorian Wesson, qui affirme qu'il n'est pas responsable. Il a ajouté que s'il pensait que son père était capable de tuer des enfants, il l'aurait arrêté. Il a parlé de la famille et a dit que les sœurs avaient fait des inséminations artificielles. Il a dit que son père était apparenté à 5 des enfants morts, mais que tous les autres n'étaient pas les siens. Le fait que Dorian puisse dire ce genre de choses montre également le niveau de contrôle que Marcus avait et des tactiques de manipulation qu'il a pu utiliser sur ses enfants. Carrie Wesson, la mère de Marcus, s'était également exprimée. Je cite, « Le Marcus Wesson qui passe à la télévision, je ne le reconnais pas. Ce n'est pas mon fils. C'est une personne et une famille chrétienne. Ce n'est pas une secte. » Elle décrit Marcus comme un enfant brillant, intelligent, qui aimait les animaux. Lui et sa famille auraient évité tout ce qui est boîte de nuit et tout ce qui est tentation. Ils se seraient habillés modestement et étaient végétariens. La mère également était à fond derrière le fils. La bonne nouvelle est que Marcus sera derrière les barreaux jusqu'à sa mort, mais il semble que certains des enfants survivants soient toujours endoctrinés. Les autres auraient trouvé des moyens de vivre à travers cette douleur, bien que je pense qu'on n'oublie jamais vraiment. La plupart auraient des carrières, des enfants et des mariages en dehors de ce qu'ils ont vécu et de leur vie de cauchemar. Dushyant Sharma menait une vie très simple et sans aucune prétention. Il avait un statut moyen et travaillait comme chef de projet dans une société minière. Sa vie se déroulait paisiblement. Il partageait son quotidien avec sa femme et leur fils, qui était d'ailleurs une vie sans aucun problème, sans aucune embûche sur leur passage. Aucune extravagance ne venait troubler leur existence et leur vie tranquille. Cependant, derrière les portes closes, sous cette surface bien lisse, des désirs profonds commençaient à grandir dans le corps de Monsieur Sharma. Il bouillonnait en lui. À 26 ans, Dushyant Sharma sentait déjà des instincts charnels se réveiller. 3 ans plus tard, la nouveauté et la passion qui avaient animé sa relation au début de celle-ci s'étaient dissipées. Et donc, il grandissait avec une insatisfaction. Il voulait du renouveau et de la stimulation. Raison pour laquelle il s'est mis à chercher de nouveaux horizons, pouvant peut-être trouver l'excitation à tout ce qui semblait lui échapper, la passion, le début de relation, les frissons. À un moment donné, durant cette période d'insatisfaction, Dushyant a découvert le monde de Tinder. Sur sa page Facebook, il cultivait une image d'homme amusant, élégant, un petit peu excentrique, en contraste avec la banalité de son quotidien. Avec Tinder, il a trouvé un nouvel endroit où il pouvait faire semblant, où il pouvait laisser parler cette partie de lui, son alter ego. Il s'est inscrit sur cette application, qui est donc une application de rencontre si vous ne la connaissez pas, et il se présente sous une nouvelle identité. Vivian Kohli, un riche homme d'affaires avec des actifs qui se chiffrent en millions. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il ait un match et qu'il trouve une partenaire. Priya Seth, qui a été attiré par tout ce côté bling bling, par tout ce succès et par tout cet argent. La nouvelle identité de Dushyant et cette nouvelle rencontre lui ont donné un nouveau souffle, un souffle d'excitation et de nouveauté, qui, comme je vous l'ai expliqué, était en contraste total avec sa vie jugée bien monotone. Et dans ce rôle de Vivian, Dushyant s'est senti revivre. Il multipliait les conversations assez séduisantes, flirtantes et les échanges enflammés avec Priya Seth, qui, elle, était totalement plongée sous le charme de ce riche homme. Dushyant n'était plus simplement le chef de projet d'une société minière, mais c'était un homme charismatique et envié. Les mensonges et les faux semblants de ce début de relation ont lancé un jeu assez captivant, une évasion finalement de sa vie quotidienne. Au fil du temps, il s'est immergé de plus en plus dans ses doubles vies. Et les rencontres virtuelles avec Priya devenaient une obsession. La frontière entre réalité et mensonge devenait de plus en plus fine. Et il s'est laissé tout seul embrigadé dans ce tourbillon de passion, de mensonges et de tromperies. Il cherchait toujours plus d'excitation. Et c'est ce qui l'a emmené
à cette rencontre. Priya Seth, qui avait 27 ans au moment des faits, et Dushyant, alias Vivian Kohli, formaient désormais un couple. Dushyant pensait que son personnage, qu'il venait d'inventer, avec sa richesse et son côté sophistiqué, était une carte maîtresse pour séduire une femme. De son côté, Priya jouait le rôle de la femme spirituelle, romantique. Elle prétendait l'aimer pour qui il était réellement et non pas pour son argent. Cependant, la réalité d'une double vie, concernant Priya également, allait dépasser l'imagination la plus folle de Dushyant. Derrière le masque de dévotion et d'amour que Priya portait, elle menait également une existence secrète, complète et très sombre. Elle n'était pas du tout qui elle prétendait être. Elle cachait ses aspects de vie qui auraient pu laisser Dushyant stupéfait. Donc ensemble, les deux jouaient littéralement une pièce de théâtre. Sans le savoir, chacun portait son rôle et chacun arrivait à bluffer l'autre. Leur interaction n'était que mensonge et tromperie, il n'y avait pas de vérité, et chaque rencontre était en train de creuser un petit peu plus l'illusion. Loin de l'image simple et sincère qu'ils se donnaient l'un l'autre, chacun d'entre eux avait des secrets et des motivations assez enfouies sous des couches de mensonges. On se rend donc compte, en tant que, j'ai envie de dire, œil extérieur de cette relation, qu'on va avoir une certaine tension au moment où une confrontation aura lieu. Imaginez les deux personnes qui vont se rendre compte qu'en face d'elle ou de lui, il y a un menteur et une menteuse. Pour vous reparler un petit peu de Priya et de son mode opératoire, c'était quelque chose qui était assez redoutable. Elle ciblait les hommes riches, elle les attirait dans des situations compromettantes, embarrassantes, de les mettant dans une position où ils seraient prêts à payer une énorme somme pour tout simplement pouvoir s'en sortir discrètement. Elle connaissait la valeur des personnes riches, de leur réputation, et ces hommes préféraient se séparer d'un petit peu d'argent plutôt que de voir leur réputation ternie, plutôt que de voir un scandale sur eux. C'était un stratagème que Priya mettait en place. Le deuxième était celui de se faire passer pour une call girl. Elle demandait toujours un paiement à l'avance, et après avoir conduit ses clients, les hommes, dans des chambres d'hôtel, elle partait, simulant aller aux toilettes ou peu importe, et elle s'enfuyait. De la sorte, Priya arrivait à vivre une vie de luxe. Elle vivait une vie confortable et elle échappait constamment aux conséquences de ses actes. Chaque nouvelle victime était une nouvelle opportunité pour Priya de s'enrichir, en jouant sur les désirs ou sur les faiblesses des hommes qu'elle rencontrait. Dushyant, alias Vivian, n'avait aucune idée de la véritable nature de la relation, de qui elle était et de ce qu'elle voulait faire. Leur relation était bâtie sur des mensonges, chacun avait un rôle bien prédéfini, et craignant la honte publique l'un de l'autre, pour le moment, personne ne disait rien. Cependant, pour la première fois, vous l'avez compris, Priya a commis une erreur de jugement. Sa nouvelle victime n'était pas riche, c'était un homme qui travaillait dur pour joindre les deux bouts. Il était en difficulté financière. Elle ne pouvait donc pas soutirer de grandes sommes d'argent à Dushyant. Il ne disposait absolument pas de la richesse qu'elle pensait. Lorsque les deux ont compris plus tard que leur relation était un mensonge, vous allez voir que cette situation a tourné au drame. Mais pour le moment, la situation était tout simplement au bord de l'explosion. Une confrontation allait forcément avoir lieu. Donc l'un et l'autre allaient comprendre qu'ils étaient dans un mensonge. Priya, habituée à manipuler des hommes riches et vulnérables, s'est retrouvée face à quelqu'un qui ne l'était pas. Et par conséquent, comment va-t-elle réagir? Leur confrontation devint inévitable, et le jour de celle-ci, tout est parti en vrille. Le jour tant attendu de l'accomplissement du plan de Priya avec Dushyant est arrivé. Alors que Priya, Dikshant et leur complice Lakshya mettaient leur plan à exécution, ailleurs, Dushyant se sentait agité. Il était excité. Il avait très envie de retrouver Priya. Après une journée de travail bien remplie, il rentra chez lui. Mais il ne tarda pas du tout à repartir.
il a prétexté une urgence liée au travail. Nous sommes le 2 mai 2018. Il est 19h. Dushyant quitte sa maison au volant de la Suzuki de son père. En chemin, il achète une bouteille de vin et se précipite vers la résidence de Priya. À son arrivée, il est accueilli par Priya, souriante, joyeuse, qui l'invite à entrer et à se mettre à l'aise à l'intérieur. Puis, Dushyant Sharma reçoit un certain choc. Par surprise, deux jeunes hommes assez costauds et assez menaçants, Dikshant Kamra et Lakshya Wala, surgirent soudainement. Ils se sont jetés sur Dushyant, qui était totalement choqué, surpris, déconcerté de ce qu'il se passait. Il a été pris de court par cette tournure inattendue des événements. D'abord, Dushyant a pensé qu'ils étaient des intrus qui rentraient dans le domicile de Priya, qui la tenaient en otage, mais cette idée a rapidement été chassée, parce que Priya était un petit peu la maîtresse de ce plan. Les fantasmes qu'il avait eus sur tout le trajet, les fantasmes qu'il voulait réaliser avec Priya, se sont avérés de plus en plus illusoires, inaccessibles. Il s'est retrouvé confronté à une réalité. Ce trio, incluant Priya, formait une équipe de manipulateurs qui lui en voulaient. Face à cette révélation, Dushyant a réalisé qu'il était en fait manipulé depuis le début, qu'il était tombé dans un piège bien ficelé et bien orchestré. Son rêve romantique s'était littéralement transformé en cauchemar et il se retrouvait au cœur d'une machination sordide dont il était la victime principale. « Nous ne vous tuerons pas, donnez-nous simplement 10 lakhs, soit environ 13 400 $, et nous vous laisserons partir. » C'est ce qu'a dit Priya, c'est ce qu'elle a dit plusieurs fois à plusieurs de ses victimes. Dushyant a répondu avec une voix assez tremblante « Je n'ai pas d'argent ». Personne ne pouvait imaginer que Vivian Kohli, cet homme riche, charismatique, avec un très gros capital, pouvait au final être Dushyant Sharma, de la classe moyenne, qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui travaillait très dur pour pouvoir financer ses factures et financer ses projets. Il était un homme avare qui essayait d'économiser quelques sous. Mais ses documents, son permis de conduire, sa carte vitale, je voulais dire carte d'identité, je ne sais pas pourquoi j'ai dit carte vitale, ont permis de montrer la vérité. Pour aggraver les choses, Dushyant était un homme local et non pas d'une autre ville. Donc en fait, s'il le laissait partir, ça aurait été assez compromettant pour Priya et ses deux complices. S'il est local, il peut ébruiter cette histoire. Il peut faire en sorte que le manège de Priya s'arrête. Ça mettait en danger leurs affaires. Donc Dushyant devenait un problème maintenant, un problème vivant. Priya a essayé de trouver une solution. Elle a ordonné à Dushyant d'appeler son père et de lui demander les 10 lakhs. Elle a dit « 10 lakhs ou votre fils est mort ». Le montant était bien au-delà des moyens du papa de Dushyant, mais il a promis d'en envoyer 3 immédiatement. Il a effectué rapidement un virement bancaire et il a envoyé le reçu de ce transfert sur le téléphone de Dushyant. Cependant, 3 lakhs ne permettaient pas de satisfaire Priya. Elle exigeait les 7 supplémentaires. Donc Dushyant a essayé de trouver une solution. Il a essayé de trouver le reste de l'argent en appelant ses amis un par un, en leur demandant d'organiser des virements, en leur disant que sa vie était en danger. Mais le temps que ça prenait devenait trop long pour Priya. Les promesses de Dushyant étaient en train de l'insatisfaire. Ça n'avait aucun sens pour elle. Et elle craignait que dans tous les cas, même si il la paye et qu'il part, il pourrait porter plainte. Il pourrait parler de cette histoire. Elle a donc dit, froidement, « Nous devons le tuer ». La situation était en train de devenir de plus en plus dangereuse pour lui et de plus en plus tendue. Priya et Lakshya se sont regardés. Ils ont réalisé la gravité de la situation. Ils n'avaient pas prévu d'aller aussi loin, mais les paroles de Priya ne se laissaient pas en doute. On pouvait très rapidement les comprendre. Ces hommes de main devaient tuer Dushyant. Lui, il comprenait qu'il était en train de jouer sa vie. Il cherchait désespérément une solution pour gagner du temps et pour trouver un moyen de s'échapper. La tension de ce moment était absolument horrible. Chaque seconde pour lui se transformait en une éternité. Tous les regards se croisaient un à un, cherchant quelle sera la prochaine étape. Dushyant sentait que son destin était sur le point de basculer.
Il a voulu tenter une dernière approche, un dernier s'il vous plaît, je vais retrouver l'argent. Malheureusement, ça n'a pas suffi. C'était insuffisant. Priya pensait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, qu'on ne pouvait pas faire confiance à un homme qui était en plus malhonnête envers sa propre famille. Je vous rappelle qu'il s'est mis dans cette situation en trompant sa famille, en mentant. Donc Priya voyait qu'un menteur en lui. Lakshya et Dikshant ont respecté les paroles de Priya et ils ont commencé à étouffer Dushyant. Il a réussi à se battre, mais il est rapidement tombé inconscient. Dikshant a terminé cet acte en tranchant la gorge de Dushyant. Le cadavre a été mutilé, découpé en morceaux, démembré et empilé dans une valise. Toute la pièce était rouge sang. Ainsi, Dushyant, qui avait été emballé dans une valise et qui avait lui-même pris sa propre valise avec pas mal de préservatifs à l'intérieur, ont tous été entassés dans une grande valise et jetés dans une zone déserte. Le trio est retourné dans leur chambre et Priya est partie pour sa nouvelle mission, une nouvelle victime, sans être dérangée une seconde par la tournure des événements. C'était sa vie de service d'escorte et comme à son habitude, elle a rencontré un nouvel homme dans un nouvel hôtel et elle lui a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'elle paye le chauffeur et quitte la scène également. Son manège continuait, pourtant une victime avait été faite. Au moment du retour de Priya, Dikshant avait déjà arrangé le désordre dans la pièce. Il avait également fabriqué une fausse plaque d'immatriculation pour la Suzuki et le couple a décidé de fuir. En chemin, Priya s'arrête à un guichet automatique et retire une somme d'argent au compte bancaire de Dushyant. Oui, parce qu'il lui avait déjà extorqué son code PIN du guichet automatique quand il le torturait. Priya avait réussi plusieurs coups de bluff dans sa vie, et celui-ci n'était qu'un supplémentaire. Au final, elle n'avait été visée par une plainte officielle qu'une seule fois. C'était un homme à qui elle avait pris 10 000 roupies en se faisant passer pour une call girl. Et comme à son habitude, Priya avait essayé de disparaître, mais l'homme l'avait poursuivi pour escroquerie. Sauf que Priya s'était défendue et l'avait accusé de viol. Donc après cet incident, elle n'a jamais eu affaire à une nouvelle opposition. Donc elle avait un sentiment audacieux, elle se sentait très forte, elle se sentait intrépide et elle se disait que jamais on ne l'arrêterait. Elle ne s'attendait pas à ce que le scénario change cette fois-ci. Cependant, la famille de Dushyant avait déjà informé la police. Les enquêteurs traçaient le journal d'appel de Dushyant et ils avaient contacté chacun des amis qui avaient été contactés pour la somme d'argent. Tous racontèrent la même histoire. Dushyant les avait appelés récemment pour leur demander une aide financière. Avec ces informations, la police a rapidement établi que Dushyant avait été pris au piège par Priya et ses complices. Ils commencèrent à trouver qui étaient les fugitifs et Priya et Dikshant, croyant avoir réussi leur coup, ont été rapidement démasqués. Cette traque a pris une tournure décisive parce que les forces de l'ordre ont utilisé des indices laissés par leurs actions précipitées. Le sentiment d'impunité de Priya s'effondra lorsqu'elle a réalisé que cette fois, les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. La police, avec énormément d'informations, se rapprochait d'une manière rapide, prête à mettre un terme à toutes ces activités criminelles. Un des amis de Dushyant a rapporté qu'il aurait pu être impliqué avec une femme d'une certaine région. C'était peu après ce moment que Priya avait retiré de l'argent sur le compte de Dushyant. Et ce guichet automatique se trouvait justement dans cette fameuse région. En parallèle, le corps de Dushyant a été découvert. Il ne restait rien sur le corps qui pouvait permettre la reconnaissance, mais le visage n'était pas mutilé, donc son père a pu l'identifier. Il n'a pas fallu longtemps pour que Priya et Dikshant soient appréhendés et que leur complice Lakshya soit capturé. Le trio a rapidement avoué avoir tué Dushyant. Cette nouvelle de l'arrestation de Priya et de ses complices a fait rapidement le tour, et on a eu un énorme choc. La communauté était bouleversée par la brutalité de cette affaire, et par la trahison apparente de Priya, qui avait réussi à manipuler et à trahir ceux qui lui faisaient confiance. L'enquête a révélé les détails sordides de leur plan macabre, qui ont mis en lumière la cruauté de la tromperie dont ils étaient capables. La justice devait maintenant suivre son cours, et la société elle-même se confrontait à la réalité très sombre et troublante
des crimes qui avaient été commis. Pour la famille et les proches de Dushyant, c'était un choc dévastateur. La perte de leur fils et de leur ami a laissé un vide, marquant la fin d'une vie trop courte, à seulement 26 ans. Leur deuil était en plus assombri par l'acte impitoyable de ce qui s'était passé, laissant des questions sans réponse et des cicatrices émotionnelles qui ne guériraient pas maintenant. Je voulais un petit peu terminer par vous raconter pourquoi Priya en est arrivée là. Que s'est-il passé? Priya a commencé dans une vie assez respectable, de la classe moyenne dans un petit village. Elle a été décrite comme une élève brillante. Elle accumulait les meilleures notes et les meilleures réussites scolaires. Son père était un professeur d'université et il se souvenait de Priya comme une enfant joyeuse, intelligente, mais têtue. Une fois qu'elle avait un objectif en tête, elle était déterminée à le réaliser, peu importe les obstacles. Priya a ensuite migré vers la grande ville de Jaipur pour ses études universitaires et c'est ce moment qui a totalement changé le cours de sa vie. Elle s'est retrouvée propulsée d'un calme d'un petit village vers l'effervescence d'une grande ville, glamour, se sentant comme une femme qui arrivait à l'ère numérique, à l'ère moderne. Les ressources financières que son père lui envoyait, même lorsqu'il lui transférait 20 000 roupies, ne suffisaient pas à satisfaire ses désirs. Priya en voulait toujours plus. Elle voulait ses ambitions et elle a pris des chemins hasardeux. Elle a eu des relations avec des proxénètes et elle a commencé à recruter des étudiantes pour faire des services d'escorte. Et au final, elle a lancé sa propre entreprise dans le monde clandestin de la prostitution. Cependant, le drame s'est noué parce qu'elle s'est présentée à un hôtel et elle a disparu. Malgré les biens coûteux et l'argent extorqué au fil des 5 dernières années, s'élevant à environ 2 348 000 $ américains, Priya a été rattrapée par la justice. Actuellement, les 3 coupables purgent leur peine. La famille de Dushyant est toujours en deuil pour la perte tragique. Rien dans son comportement ne laissait présager, même de loin, qu'il menait une double vie. Et sa famille refuse toujours de le croire. Dans des moments de désespoir et de peur, il pense d'ailleurs que Dushyant se soit souvenu de leur visage, de tout le membre de sa famille, regrettant les choix qui l'avaient conduit jusqu'ici. Car en effet, je termine cette vidéo par vous rappeler que tout ceci est dû au fait qu'il a voulu avoir un peu plus que sa vie qu'il jugeait monotone. Sa soif de désir, sa soif de pulsion et sa soif de passion l'ont conduit à cette perte. Malheureusement, il ne savait pas que la femme en face de lui menait également une double vie. Et c'est ceci qui a peut-être été son erreur. Peut-être aurait-il dû se contenter de sa vie actuelle. Ne pas se faire passer pour qui il n'est pas. Non pas que ça soit de sa faute qu'il en soit arrivé là, je dis juste que ce crime, selon moi, aurait pu être évité. Le 16 novembre 1989, Julie Hogg, âgée de 22 ans, a conduit son fils Kevin chez ses parents pour la soirée. Kevin, qui n'était qu'un petit enfant âgé de 3 ans, adorait rendre visite à ses grands-parents, Anne et Charlie, car ces moments passés avec eux étaient toujours joyeux et réconfortants. La pauvre Julie traversait à ce moment-là une période particulièrement éprouvante de sa vie. Elle était en effet en train de se séparer de son mari, Andrew, et devait se rendre au tribunal tôt le lendemain matin pour entamer officiellement la procédure de divorce. Cette situation pesait lourdement sur ses épaules, mais elle gardait espoir de pouvoir reconstruire une vie meilleure pour elle et son fils. Le lendemain matin, à 7h30 précise, Anne a tenté de joindre Julie par téléphone. Sans réponse de la part de sa fille, elle a commencé à s'inquiéter. Pensant que Julie avait peut-être simplement dormi trop longtemps, Anne a décidé de se rendre à son domicile, qui était situé à quelques rues seulement de chez elle. Arrivée sur place, Anne a frappé à la porte, mais personne ne lui a ouvert. Toutes les portes étaient verrouillées et il n'y avait aucun signe de Julie. Une inquiétude croissante a commencé à envahir Anne, qui, sentant que quelque chose n'allait pas, a immédiatement appelé son fils pour lui demander de l'aide. Celui-ci a rapidement accouru chez Julie et ensemble, ils ont réussi à entrer dans la maison par la porte arrière. À l'intérieur, bien qu'il y ait toujours aucun signe de Julie,
un détail a immédiatement attiré leur attention. La maison était étonnamment propre, même plus que d'habitude. Je ne dis pas par là que c'était d'habitude une maison sale, mais elle avait un enfant de 3 ans. Vous vous doutez que lorsqu'on a des enfants, ça peut vite être un petit peu le bazar. Ce détail, bien que mineur en apparence, leur semblait étrange et ajoutait à leur sentiment de malaise. L'absence de Julie et cet ordre inhabituel dans la maison les plongeait dans une angoisse croissante, laissant présager que quelque chose de grave avait pu se produire. Bien qu'il s'agisse peut-être de simples coïncidences, un pressentiment dans les tripes d'Anne lui suggérait que quelque chose n'allait pas. Elle a alors décidé de suivre son instinct et d'appeler la police pour signaler l'absence inquiétante de sa fille. Mais voilà, Julie était une adulte responsable et indépendante, et il s'était écoulé moins de 24 heures depuis qu'elle avait été vue pour la dernière fois. Alors les autorités se demandaient ce qu'elle pouvait bien faire dans une telle situation. À cette époque, les téléphones portables n'étaient pas couramment utilisés, Facebook n'existait pas, et la seule manière de contacter quelqu'un était soit par lettre ou par téléphone fixe. Même si le laps de temps écoulé semblait court, Anne connaissait bien sa fille. Elle savait que Julie n'aurait jamais laissé son fils sans en informer ses parents. Au total, 4 jours se sont écoulés sans aucune nouvelle de Julie, et vous vous doutez bien que l'angoisse et l'inquiétude de sa mère n'ont fait que grandir. La police, d'abord réticente, a finalement cédé à la pression et a envoyé une équipe médico-légale à la maison de Julie. Toute la propriété a été minutieusement fouillée de fond en comble, mais malgré tous leurs efforts, aucune trace suspecte n'a été découverte à l'intérieur de la maison. Tout semblait en ordre, mais il manquait un élément crucial, la jeune Julie. Aux yeux de tous, elle avait tout simplement disparu sans laisser de traces. Cette disparition mystérieuse laissait sa famille et les autorités dans une angoisse et une incertitude insupportables, ne sachant pas ce qui avait pu arriver à la jeune femme. Les semaines ont passé et se sont finalement transformées en mois sans aucun signe du retour de Julie. Le mystère de sa disparition demeurait entier, plongeant sa famille dans une angoisse croissante. Noël est arrivé, et avec lui, une période particulièrement difficile pour le petit Kevin, qui ne comprenait pas pourquoi sa mère n'était pas présente pour célébrer les fêtes avec lui. Anne tentait de garder espoir, imaginant que Julie avait peut-être pris la décision de partir quelque part pour refaire sa vie et qu'elle était en sécurité, où qu'elle soit. Cependant, cet espoir s'est peu à peu transformé en colère. Anne était frustrée et bouleversée, se sentant abandonnée par Julie, qui avait laissé son jeune fils derrière elle sans aucune explication. En février 1990, Andrew, le mari de Julie et qui travaillait à Londres, a décidé de revenir pour s'occuper de son fils Kevin. À son arrivée, il a entrepris de nettoyer la maison, encore marquée par les empreintes digitales et le désordre laissé par les enquêteurs, et c'est alors qu'une odeur nauséabonde a attiré son attention. Alarmé, il a immédiatement appelé Anne pour qu'elle vienne sur le champ. Dès que cette dernière est entrée dans la maison, un malaise intense l'a envahie. Elle savait instinctivement que quelque chose n'allait pas. Guidée par l'odeur de plus en plus insupportable, elle a commencé à monter les escaliers. À mesure qu'elle approchait de la salle de bain, l'odeur devenait de plus en plus forte. Et en se penchant près de la baignoire, Anne a remarqué que le panneau de la baignoire semblait légèrement délogé. Avec appréhension, elle l'a tiré et une puanteur épouvantable a envahi la pièce. En effet, en retirant le panneau, Anne a reculé, horrifiée devant la vision insoutenable qui s'offrait à elle. Le corps nu, gravement décomposé et partiellement mutilé de sa fille Julie était caché là, dans ce tout petit espace derrière le panneau depuis tout ce temps. Tous ces mois de colère, pendant lesquels Anne avait pensé que Julie s'était enfuie, se sont instantanément transformés en une douleur et un chagrin indescriptibles. Elle a réalisé que sa fille n'avait jamais quitté la maison, mais avait été là, dissimulée dans ce lieu macabre. Cette découverte, atroce, a plongé Anne dans une profonde détresse, bouleversant tout ce qu'elle avait cru et espéré durant ces longs mois d'attente et d'incertitude. Julie avait été victime d'une strangulation, et ses blessures étaient décrites par les procureurs comme des blessures sexuelles violentes graves.
Ces blessures, selon eux, étaient très probablement infligées après sa mort. À la suite de cette découverte macabre, une enquête pour meurtre a été immédiatement lancée. La police de Cleveland a mobilisé environ 40 agents pour travailler sur cette affaire complexe et inquiétante. Mark Braithwaite, maintenant chef détective à la retraite, faisait partie de l'équipe chargée de l'enquête à l'époque. Il se souvient vivement de la peur qui s'était propagée dans toute la ville suite à cet événement tragique. Et il y a de quoi. La nouvelle de ce crime horrible avait bouleversé toute la communauté, laissant chacun se sentir vulnérable et en quête de justice pour la pauvre et jeune Julie. Au début de l'enquête, la police avait dressé une longue liste de suspects, principalement composée d'hommes. Parmi ces noms figurait notamment celui de Billy Dunlop, comme les pneus ou comme les médiators, à vous de choisir. Bien que les détails de l'enquête initiale restent vagues, en particulier les raisons exactes pour lesquelles ils ont centré leurs soupçons sur Billy, certains éléments de preuve cruciaux ont été découverts. Les empreintes digitales de ce dernier ont en effet été trouvées sur les clés de Julie. Ces clés, qui ont d'ailleurs été découvertes sous les planchers d'une maison où Billy avait vécu quelque temps auparavant. Ce lien physique, bien que mince, a été suffisant pour orienter les soupçons vers lui. Cependant, il n'y avait pas beaucoup d'autres preuves médico-légales solides pour lier directement Billy au crime. Malgré le manque de preuves substantielles, le 13 février 1990, peu après la découverte du corps de Julie, la police a procédé à l'arrestation de Billy Dunlop, le soupçonnant alors du meurtre de Julie. Cette arrestation a marqué un tournant dans l'enquête, apportant une lueur d'espoir à une communauté en deuil et avide de réponses. Le processus judiciaire qui a suivi s'est révélé complexe et ardu, reflétant la gravité du crime et les défis inhérents à la recherche de la vérité dans une affaire aussi horrible. La peur et l'incertitude continuaient de hanter les proches de Julie, mais l'arrestation de l'homme apportait une première étape vers la justice et également vers la résolution de ce mystère tragique. Billy Dunlop, né William Dunlop en 1963, était ouvrier et originaire de Stockton-on-Tees. Dans les années 1980, il a joué au football pour les Black Swans de Billingham, où il a également exercé les fonctions du club pendant 3 saisons. Cependant, il a fini par se tourner vers le rugby, et en 1987, il jouait pour le club de rugby de Billingham, décrivant cette période de sa vie comme étant gouvernée par le sport. En 1981, Billy a été jugé 2 fois à la cour de la couronne de Newcastle pour le meurtre de Julie Hogg. Lors des 2 procès, le jury n'a pas réussi à se prononcer sur sa culpabilité, ce qui a conduit à son acquittement après le 2e procès. À cette époque, la loi sur la double incrimination le protégeait, interdisant d'être jugé 2 fois pour le même crime. Anne, la mère de Julie, a été plus que dévastée par le verdict et s'est effondrée en apprenant que Billy était finalement acquitté. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Billy a commencé à se vanter dans les pubs locaux pendant des semaines après l'acquittement, se glorifiant d'avoir commis le meurtre parfait. Les choses n'en étaient cependant pas terminées pour l'homme. Des années plus tard, alors qu'il était incarcéré pour une agression grave, il s'est vanté auprès d'un gardien de prison d'être celui qui a tué Julie. Après avoir poignardé une ex-petite amie avec une fourchette et battu son nouvel amant, il a continué à la harceler depuis la prison, lui envoyant des lettres dans lesquelles il menaçait de lui faire subir le même sort qu'il avait fait à Julie. L'ex-petite amie de Billy a évidemment été remettre toutes ces lettres à la police, mais en raison de la protection offerte par la loi sur la double incrimination, il ne pouvait absolument rien faire. Cette ancienne loi, datant de 800 ans, empêchait de rejuger un individu pour le même crime. Billy, il en était bien conscient, et il se vantait du fait qu'il ne risquait rien de plus grave que des accusations de parjure, bien moins graves que celles d'un meurtre. En 1999, cependant, l'homme a été condamné à 6 ans de prison pour 2 chefs d'accusation de parjure, peine qu'il devait purger après avoir complété une peine de 7 ans pour l'agression contre son ex-petite amie. Mais ce sur quoi Billy n'avait pas compté, c'était la détermination d'une mère. Anne, refusant d'abandonner la mémoire de sa fille assassinée, a entrepris une campagne inlassable pour obtenir justice pour Julie. Avec le soutien du député local Frank Cook et des agents de la police de Cleveland,
Anne a commencé une lutte acharnée pour faire abroger les lois sur la double incrimination. Ils savaient tous que Billy Dunlop était le meurtrier de Julie. Ils voulaient qu'il paye pour ce crime. Et Anne était plus que résolue à ce que justice soit faite. La double incrimination est un principe juridique ancien qui stipule qu'une personne ne peut pas être jugée 2 fois pour le même crime. Ce principe vise à protéger les individus contre les abus du système judiciaire. Mais dans des cas comme celui de Julie, il a permis à un coupable d'échapper à la justice malgré des preuves accablantes. La détermination et le courage d'Anne ont finalement porté leurs fruits, puisque grâce à sa campagne infatigable, le Royaume-Uni a modifié ses lois sur la double incrimination, permettant de rejuger des affaires où des preuves nouvelles et convaincantes émergent. Anne a ainsi réussi à faire en sorte que l'histoire de Julie ne soit pas oubliée et que justice puisse enfin être rendue. Au fil des ans, de nombreuses campagnes ont été menées par les familles des victimes, n'ayant pas obtenu justice. L'une des campagnes les plus marquantes fut celle de la famille de Stephen Lawrence, un adolescent assassiné en 1993. Dans l'enquête initiale, 5 suspects avaient été inculpés mais non condamnés. Une enquête publique menée en 1999 par Sir William Macpherson a conclu que la police métropolitaine était institutionnellement raciste. À la suite de cette enquête, Sir William Macpherson a recommandé l'abrogation de la loi sur la double incrimination dans les affaires de meurtre où des preuves extraordinaires apparaissent plus tard. En 2005, sous le gouvernement travailliste, cette loi a enfin été abrogée. Ceci a convaincu les hauts juges et les juristes qu'une approche plus nuancée était nécessaire pour les affaires complexes. La nouvelle loi permettait désormais de nouveaux procès dans des cas où des preuves nouvelles, convaincantes, fiables et substantielles avaient été révélées. Avec la modification de cette loi, un nouveau procès pour Billy Dunlop a été ordonné. Il a été jugé pour le meurtre de Julie Hogg, devenant ainsi la première personne à être jugée à nouveau pour un meurtre après l'abrogation de la double incrimination. Des agents ayant participé à l'enquête initiale ont même assisté au procès depuis les bancs, depuis les gradins. Le lundi 11 septembre 2006, Billy a plaidé coupable du meurtre de Julie et le 6 octobre 2006, il a été condamné à perpétuité avec un minimum de 17 ans de prison. Il a fallu au total 16 longues années à Anne pour traduire le meurtrier de sa fille en justice, mais elle y était finalement parvenue. Un meurtrier était enfin derrière les barreaux à juste titre. David Blunkett, qui, en tant que ministre de l'Intérieur, avait supervisé le changement des règles sur la double incrimination, a salué le plaidoyer de culpabilité de Billy en déclarant ceci. « Je suis heureux que la campagne sincère de la famille de Julie Hogg et d'autres comme la sienne ait été justifiée. » Ce changement législatif a été extrêmement controversé et a rencontré de nombreuses difficultés pour être adopté par le Parlement, y compris l'opposition farouche de certains députés. Cependant, cette évolution juridique démontre à quel point il est crucial de s'assurer que justice soit rendue et que la vérité soit finalement révélée. La persévérance d'Anne et le soutien de ceux qui ont cru en sa cause ont permis de corriger une erreur judiciaire, apportant enfin la justice que Julie méritait tant. Il y a 3 ans, un débat intense a éclaté sur le droit médiéval de ne pas être jugé 2 fois pour le même crime. Ce principe, autrefois sacro-saint, semblait accorder une sorte d'immunité permanente à ceux qui avaient réussi à tromper le système judiciaire. Certains percevaient ça comme un jeu où, une fois que vous aviez dupé le tribunal, vous étiez libre pour toujours. Cependant, l'évolution de la loi a apporté de nouveaux espoirs. Désormais, il est probable que davantage de meurtres, de viols et d'autres crimes odieux soient enfin résolus. Mais revenons à cette nuit fatidique. Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ? Pourquoi Billy Dunlop a assassiné Julie ? Ce soir-là, Billy Dunlop participait à une fête de célibataires dans un club de rugby local. Après la fin des festivités, il s'est rendu chez un ami vivant à proximité de chez Julie. En partant, il a mentionné à ses amis qu'il allait passer chez Julie pour lui dire bonjour, ayant remarqué que ses lumières étaient toujours allumées. Malheureusement, Billy a été la dernière personne à voir Julie vivante. L'homme a raconté qu'il s'était rendu chez la jeune femme et qu'elle se serait moquée de lui pour les blessures qu'il avait subies lors d'une bagarre plus tôt dans la soirée. Enragé par ces moqueries, il l'a agressée. Il l'a d'abord étranglée
avant de l'agresser sexuellement. Pour dissimuler son crime, Bill avait enveloppé le corps de Julie dans une couverture et a tenté de le cacher dans le grenier. Mais ne parvenant pas à réaliser son plan, il a finalement décidé de la cacher derrière le panneau de la baignoire. Il a caché Julie dans cet espace exigu avant de finalement quitter les lieux. En 2018, les articles de presse ont évoqué la possible libération de Billy. La famille de Julie a reçu une notification du service de probation les informant qu'il était envisagé pour un transfert dans une prison à régime ouvert et qu'il pourrait être admissible à la libération conditionnelle en 2021. La famille de Julie était évidemment furieuse. Son fils, Kevin, désormais adulte, a décrit cette nouvelle comme déchirante, soulignant l'impact profond que toute cette épreuve avait eu sur leur famille. En 2019, la demande de Billy pour un transfert dans une prison à régime ouvert a finalement été rejetée, et il reste incarcéré à ce jour. Heureusement, moi personnellement, j'en suis heureux. Kevin a confié à l'Evening Gazette que les temps ne rendent pas les choses plus faciles. Âgé de 34 ans, il explique que l'on apprend simplement à développer de nouveaux mécanismes pour faire face à la douleur. Le chagrin, au lieu de s'atténuer, semble empirer avec le temps. Kevin évoque son propre fils, de 11 ans, comme un rappel constant des moments que sa mère a manqués et des célébrations familiales qui n'ont jamais eu lieu en raison de l'absence de Julie. La perte de cette dernière a laissé un vide béant dans la vie de sa famille, un vide qui ne pourra jamais être comblé. Le combat pour la justice, bien qu'il ait finalement conduit à la condamnation de Billy, ne peut effacer la douleur et le chagrin ressentis par ceux qui l'ont aimé. Leurs souvenirs de Julie sont teintés de tristesse, mais aussi de résilience, alors qu'ils continuent à honorer sa mémoire et à chercher des moyens de faire face à leur chagrin. Concernant cette affaire, nous allons parler de Katrina et Brian Jones. Katrina a rencontré Brian Jones au club Easton Labour en 1997. À cette époque, Brian travaillait comme vendeur de fruits de mer, vendant ses produits dans divers pubs et clubs de la région. Lorsqu'il est venu vendre ses fruits de mer à l'Easton Labour Club, Katrina, d'un sourire engageant, a attiré son attention. Bien que Brian ait tout de même 29 ans de plus qu'elle, ils ont commencé à discuter. Cette conversation a conduit à 3 rendez-vous successifs que Katrina n'a cependant pas honorés à chaque fois. Ce n'est que lorsque Brian a fini par abandonner un rendez-vous que Katrina a finalement pris l'initiative de l'approcher, marquant alors le début de leur relation. À cette époque, Katrina vivait déjà avec un autre homme, mais elle a rapidement mis fin à cette relation pour permettre à Brian de s'installer avec elle. Pas de jugement, après tout, ça arrive. On peut parfois, même en étant en couple, tomber sur le charme de quelqu'un et se rendre compte que la personne avec qui on est ne nous convient plus et nous décidons de quitter notre partenaire pour se mettre avec cette nouvelle personne. C'est triste pour la personne qui est quittée, certes, mais parfois il vaut mieux aussi pour cette personne qui peut potentiellement par la suite rencontrer la bonne personne, la femme ou l'homme de sa vie. Donc c'est un mal pour un bien. Après une brève période ensemble, ils ont décidé de déménager à Redcar, avant de s'installer définitivement à Church Close. Le couple s'est marié le 19 juillet 1999. Cependant, presque 10 ans après, en février 2009, Brian a découvert que Katrina avait une liaison. Il est tombé sur une carte de Saint-Valentin qui ne lui était pas destinée. Et en réponse, Katrina ne s'est pas excusée. Elle n'a pas essayé de recoller les morceaux. Non, elle a demandé le divorce, bien que Brian ait désespérément voulu sauver leur mariage. Le nouvel amant de Katrina a informé la police que cette dernière lui avait confié que Brian l'avait menacée, disant que s'il ne pouvait pas la voir, aucun autre homme ne le pourrait. Alors ça, c'est le genre de phrase hyper toxique. Si votre partenaire, homme ou femme, vous dit ce genre de phrase, c'est ciao, on se barre, c'est finito pipo, on ne reste pas avec ce genre de personne, c'est hyper dangereux. Brian a quitté leur maison commune et a emménagé dans un appartement à proximité. Et malgré ça, il a passé beaucoup de temps chez un ancien voisin, dont la maison était adjacente à celle de Katrina. Durant les mois suivants, Katrina a appelé la police à plusieurs reprises et a même tenu un journal détaillant le harcèlement qu'elle subissait. Elle a également appelé les forces de l'ordre lorsqu'une dispute est devenue violente, mais n'a pas porté plainte. Le divorce a été officiellement finalisé en septembre 2009. Et pour célébrer celui-ci et sa nouvelle liberté,
Katrina a décidé d'organiser une fête de divorce. Elle a placé des bannières devant sa maison avec les inscriptions « La fête est ici » et « Félicitations ». Depuis la maison voisine, vous imaginez bien, Brian observait toute la scène, suppliant Katrina de ne pas organiser cette fête. À l'intérieur de la maison, la décoration chez Katrina était festive, avec des ballons et des banderoles. Une affiche proclamait « La fête de divorce de Katrina, enfin libre ». Plus tard, Brian a prétendu qu'il l'avait supplié d'enlever ces décorations, mais Katrina lui aurait répondu « Ça n'a rien à voir avec toi. Je passe à autre chose avec ma vie, et tu dois t'y habituer. » Et finalement, elle a bien raison, et Brian, il avait qu'à pas aller chez ce fameux voisin. Si quelque chose lui faisait du mal, il n'avait qu'à partir, rentrer chez lui, et ne pas squatter chez ce cher voisin, chez qui il allait tout le temps pour pouvoir espionner son ex-femme. C'est bon, vous êtes séparés, lui ça fait mal, maintenant, il faut savoir passer à autre chose. Brian a raconté qu'il se sentait profondément blessé dans son ego de mâle en voyant la fête se dérouler sous ses yeux. Il a décrit ce sentiment comme étant humiliant. Finalement, il n'avait qu'à lui aussi faire une fête. Lui aussi était libre d'une femme qui l'avait trompé. Après tout, encore une fois, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Cherchant à voir de plus près ce qui se passait, il est alors entré dans la maison. Très bonne idée. Là, il a trouvé une photo de lui-même avec l'inscription de « lancer une fléchette sur son ex juste à côté ». Cette découverte, ça l'a fait craquer. Brian a expliqué que Katrina avait essayé de bloquer une porte dans la maison, mais il a insisté pour voir ce qu'elle tentait de cacher. Et là, encore une fois, il me semble que ce n'est pas vraiment légal de faire ça, mais bon, peu importe. Derrière cette porte, il a trouvé une autre photo de lui, cette fois épinglée à la porte avec des épingles. Ce qu'il y avait de plus ou de moins sur cette affiche, on ne le sait pas, mais j'imagine que dans tous les cas, ça ne lui a pas forcément plu. Alors, je suis d'accord, Katrina n'aurait peut-être pas dû aller aussi loin, mais d'un côté, c'est également sa vie privée. Si lui n'était pas venu, il n'aurait jamais vu ça. Quoi qu'il en soit, cette vision l'a profondément perturbé et a exacerbé ses sentiments de trahison et de colère et a assassiné la pauvre Katrina. Puisque, Brian ne savait pas gérer ses sentiments. Brian a trouvé ça plus simple d'assassiner sa femme que de gérer sa frustration et sa colère, puisque Brian, âgé de 63 ans, n'était finalement intérieurement qu'un petit garçon, un enfant qui ne sait pas gérer sa frustration, le genre d'enfant que vous voyez dans les magasins, qui tape du pied et qui se roule par terre parce qu'il n'a pas eu son jouet que sa maman a refusé de lui acheter. Voilà, Brian, comme beaucoup d'hommes, ne savent pas gérer leur frustration et considèrent que tout leur est dû, dont les femmes en particulier, et malgré leur grand âge, ne comprennent toujours pas que non, dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut, que parfois les choses ne vont pas forcément dans notre sens et qu'il faut apprendre à gérer cette frustration et cette colère. Il y a d'ailleurs des psychologues, des psychiatres qui sont mis à votre disposition si jamais certains se retrouvent dans cette situation. Voilà, il y a des livres aussi de développement personnel, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, faire de la méditation, bref, du sport à la limite pour essayer de gérer cette frustration. Mais tuer les femmes, ce n'est pas une bonne méthode. Si jamais, je préfère le rappeler, évidemment, je dis vous, mais je ne vous juge pas vous, j'imagine que ceux derrière cet écran, et je l'espère en tout cas, ne sont pas des hommes comme Brian, mais en tout cas, si vous voyez que vous avez des problèmes à gérer votre colère et votre frustration, et que potentiellement ceci peut vous rendre très nerveux, voire violent, n'hésitez pas à les consulter. Voilà, au passage. Quoi qu'il en soit, Brian Jones avait atteint l'âge de 63 ans lorsqu'il a été jugé pour le meurtre de son ex-femme, âgée de 34 ans. Malgré son implication dans le crime, il a nié le meurtre, plaidant une responsabilité diminuée. Il a prétendu avoir été provoqué par la célébration de leur divorce par Katrina et avoir subi une perte temporaire de contrôle. Selon les déclarations devant le tribunal, Brian avait cédé à une explosion de colère qui, sous le poids de l'émotion, a poignardé Katrina à 9 reprises dans la poitrine et 3 fois dans le bras. Cependant, même dans cet acte de violence, il a conservé une certaine conscience de la gravité de ses actes. Il a personnellement appelé la police, exprimant son amour pour Katrina et sa réticence à ce qu'elle perde la vie. Je rappelle que lorsque vous êtes prêt à tuer quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Ces mots, rapportés au gestionnaire des appels, étaient empreints d'une profonde contradiction entre l'impulsion de la violence et les restes de l'affection qu'il avait pour elle. Au tribunal, Brian Jones a exposé la tension qui avait caractérisé leur relation post-divorce.
Il a partagé avec le tribunal l'amertume croissante de leur séparation, soulignant comment Katrina avait commencé à lui envoyer des SMS remplis de propos haineux et injurieux. Ces échanges amers reflétaient un climat de conflit intense qui a finalement atteint un point de rupture tragique lors de cette nuit fatidique. Il a affirmé qu'elle lui avait un jour, parmi tout le harcèlement que lui avait fait, envoyé un SMS disant ceci. « Est-ce que t'es encore au lit, vieux salaud ? Pourquoi ne pas sortir de ma vie et simplement mourir ?» Bon, encore une fois, oui, ce message n'était pas bien. Je ne veux pas défendre Katrina. Elle l'a trompé. Ça qu'elle l'ait quitté. Bon, elle lui a envoyé des messages parfois pas forcément corrects. Mais il faut aussi rappeler que l'homme là a été très menaçant avec elle. Il l'a menacée, il l'a harcelée. Enfin, au bout d'un moment, je peux comprendre qu'elle aussi, elle est craquée et lui demander que tu veux pas simplement sortir de ma vie et mourir parce que là, j'en peux plus. Alors oui, ce n'est pas non plus une bonne façon de réagir. Elle aurait pu, elle aussi, essayer de gérer ses émotions. Mais l'homme l'a aussi poussé à bout, et des deux côtés, il aurait été simplement plus simple, plus mature et intelligent de juste divorcer, et voilà, chacun fait sa route et recommence sa vie sans importuner l'autre. Quoi qu'il en soit, au fil de la procédure de divorce, Brian a progressivement sombré dans la dépression et le stress. Cependant, lors de son témoignage devant le tribunal, il a admis un élément crucial. Dans la semaine précédant l'attaque tragique, il n'avait pas pris les médicaments qui lui avaient été prescrits pour traiter ses troubles. L'avocat de l'accusation, Franz Müller, a minutieusement interrogé Brian sur les événements qui ont conduit à l'attaque brutale contre Katrina. Et il a focalisé son attention sur le moment où Brian avait découvert la liaison de Katrina, mettant en lumière les circonstances entourant cet incident comme un élément clé pour comprendre le contexte émotionnel dans lequel le crime avait été commis. Quoi qu'il en soit, le procès a duré au total 4 semaines, avant que le jury ne délibère et, après avoir délibéré pendant plus de 7 heures, il est revenu avec un verdict unanime de culpabilité à l'accusation de meurtre. Lorsque le verdict a été prononcé, les membres de la famille de Brian ont tous pleuré et des sanglots ont retenti dans la tribune publique. Malgré la lecture du verdict par le juge, sa voix était étouffée par les cris et les pleurs provenant de l'auditoire. Le juge, bien que perturbé par les émotions palpables dans la salle, a poursuivi son allocution. Il a souligné que Brian Jones avait délibérément récupéré le couteau chez un voisin avant de revenir pour poignarder Katrina, démontrant ainsi une forme de préméditation dans son acte et pas simplement entre guillemets, j'ai un couteau sur moi, je poignarde ma femme. Non, il a été en colère, il a laissé monter la pression, il est retourné chez le voisin, il a pris un couteau et il est revenu pour tuer Katrina. Donc, quand même, entre tout ce laps de temps, il aurait pu se dire que « Oh, t'es en train de péter un plomb, il serait peut-être temps d'arrêter ce que tu fais. » Malgré la contention de l'homme selon laquelle son geste avait été provoqué par la fête, le juge a statué que la provocation n'atteignait pas non plus le seuil requis pour une défense légale. Brian a été condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de 10 ans de prison avant qu'il ne soit éligible pour une libération conditionnelle. Pendant ce temps, les membres de la famille de Katrina, présents au tribunal pour assister au procès et au prononcé de la sentence, sont restés dignes et calmes malgré les détails horribles révélés sur les derniers moments de Katrina. En dehors du tribunal, la mère de cette dernière, Jan Evans, a livré un hommage poignant à sa fille, exprimant à la presse son immense chagrin en déclarant que Katrina était son bébé et qu'elle lui manquait de tout son cœur. Après la détermination de la peine, le sergent détective Colin Hiller, responsable de l'affaire, a témoigné de l'extrême brutalité de ce cas de violence domestique. Il a relaté comment Katrina avait enduré des mois d'abus de la part de Brian, aboutissant tragiquement à son meurtre. Et c'est donc tout pour ces deux affaires, et j'espère que cette dernière était encore inconnue pour vous et que la vidéo en général vous a plu. Ainsi que ces petites modifications sur le décor. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ceci dans les commentaires. Bon, j'imagine que je n'ai pas besoin de me répéter, vous connaissez très bien mon avis et ma colère quant aux hommes qui assassinent des femmes, qui se défoulent sur ces dernières. Malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter et quand on voit la montée du masculinisme en France et partout dans le monde, ça fait peur. J'ai l'impression qu'on est en pleine régression et que les femmes ont encore plus de raisons que
qu'auparavant pour avoir peur des hommes, avoir peur en général partout où elles sont. J'espère juste que dans un avenir quelconque, les femmes pourront vivre sans la peur de toujours se faire assassiner par leur conjoint juste parce qu'elles les quittent. Malheureusement, ce n'est visiblement pas près d'arriver. Quoi qu'il en soit, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous, ce n'est toujours pas fait, et d'activer la petite cloche de notification. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur ma chaîne personnelle qui s'appelle Un gars banal. Je vous la mets dans la barre d'infos. On est bientôt 1000 abonnés, donc il reste que 9 personnes. N'hésitez pas à m'y faire passer. Voilà, ça serait avec grand plaisir. Merci à vous, passez une bonne soirée et une bonne journée si vous la regardez en plein jour. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!